Voilà, eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau webinaire Adoptae, donc pour les conseillers. Donc, c'est un webinaire qui sera axé justement sur le pilotage des couverts végétaux, donc face aux épisodes de sécheresse ou au contraire d'excès d'eau. Donc, c'est le deuxième webinaire d'un cycle de 3 webinaires. La semaine dernière, on était sur le même thème, mais sur la filière viticulture. Et il y en a un troisième en novembre sur les idées reçues. Donc, ces webinaires sont destinés aux conseillers, prioritairement, on va dire, du Sud-Ouest par rapport aux contextes qui seront évoqués, mais vous êtes plusieurs d'autres régions qui sont connectées. Donc, je me présente, moi, je suis Céline Vachon, je suis de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, et donc, je suis la copilote de ce projet Adoptae. Donc, un petit point rapide sur le contexte d'organisation du webinaire. Adoptae, en fait, donc vous le savez sans doute déjà, peut-être, c'est un acronyme pour accompagner la démultiplication de pratiques agroécologiques éprouvées. Donc, on a pris comme cas d'application, comme pratique, les couverts végétaux axés sur 2 filières, hein, les 2 filières principales donc de nos 2 régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Donc, les grandes cultures, polyculture, élevage et la viticulture. Donc, le projet, en fait, a démarré en 2023 et se termine en fin d'année. Il a été déployé sur 7 zones des 2 régions. Donc, vous avez 3 zones vignes et 7 zones grandes cultures pour avoir des contextes pédoclimatiques et réglementaires différents. Vous avez la carte ici. Et en fait, chaque zone a organisé des actions en présentiel et puis après, il y a eu des actions en numérique. Voilà, donc là, une des originalités du projet, c'est de rassembler une trentaine de structures issues de différents réseaux. Et donc, on a co-construit sur chaque zone un plan d'action adapté aux enjeux locaux. Voilà, donc on avait 3 axes de travail dans le projet, dont un axe sur la montée en compétences méthodologiques et agronomiques des conseillers. Les 2 autres axes étaient sur le déploiement d'actions terrain et sur une évaluation en début et fin de projet de l'adoption des couverts. Et on s'est beaucoup basé en fait sur l'échange entre pairs et la valorisation de travaux et l'accompagnement, voilà, donc en faisant des travaux à la fois sur les zones et en interzone. Un petit focus sur les actions pour les conseillers, puisque c'est peut-être, vous n'avez peut-être pas tout en tête ou tout suivi. Donc, au total, on a 9 webinaires avec 3 cycles qui sont réalisés. Donc, le 9e aura lieu début novembre. Il y a eu des rencontres sur les terrains, sur les zones Parlons couverts végétaux, avec parfois des livrets que vous pouvez retrouver en ligne sur la page du projet, avec des éléments, donc des rencontres conseillées. Il y a eu des ateliers visio aussi, et puis il y a un certain nombre de livrables de recueil méthode, par exemple comment animer un atelier de co-conception d'un couvert végétal ou comment animer un tour de plaine. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur la page du projet, dans la partie premier livrable, qui va être amendé d'autres livrables pour les derniers mois. Et enfin, sur les journées terrain, donc il y a eu des journées techniques, des formations, un recueil de témoignages d'agriculteurs qui utilisent des couverts, un jeu sérieux, un kit pédagogique pour faire des actions auprès des élèves. Donc tout ça, pareil, vous pouvez retrouver le kit dans les livrables. Et pour les journées techniques, il y a eu à chaque fois un livret du participant qui a été donc distribué et que vous pourrez retrouver en ligne, donc toujours sur la page Adoptae dans les journées techniques. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez tout retrouver sur la page et qu'il y a aussi la page LinkedIn pour suivre les informations. Donc là, vous avez un panorama de tous les livrables actuellement disponibles du projet, donc les services découverts, les témoignages, des procédures sur les visites de parcelles de couverts, tours de plaine décalés, kit pédagogique, méthode d'atelier de co-conception. Bon, les webinaires, ça vous êtes au courant. Et on a des boîtes de jeux, un jeu sérieux, le défi découvert, qui est une sorte de jeu de loi revisité, à mi-chemin un petit peu entre le jeu de loi et Trivial Poursuite. Voilà, avec des questions sur les couverts végétaux et la mise en œuvre opérationnelle. Voilà, donc pour ce qui nous concerne ce matin, on est donc sur la partie effectivement pilotage des couverts avec ou sans eau en filière grande culture. Donc on a 5 intervenants. Et on terminera par une dernière séquence questions-réponses et échanges, voilà, pour laquelle on vous propose de commencer à réfléchir si vous avez un échange, une expérience particulière à partager, de pouvoir déjà la mettre dans la conversation. Voilà. Donc, on va en fait faire les 5 présentations à la suite. Il y a des questions-réponses que vous pouvez mettre au fur et à mesure dans la conversation et si les intervenants peuvent y répondre, ils y répondront dans la conversation. On fera aussi quelques sondages en direct, donc on va s'entraîner pour ça tout de suite. Et puis, bien sûr, le webinaire est enregistré pour permettre le replay qui sera disponible avant, donc d'ici novembre sur la page Adoptae. Voilà. Donc, du coup, on vous propose de tester un premier sondage pour voir un petit peu, du coup, qui est connecté aujourd'hui, puisque vous étiez une centaine et vraiment un peu de toute la France. Donc, normalement, vous allez voir sur vos écrans apparaître une petite fenêtre pop-up.
Voilà, et l'idée, c'est que vous puissiez cocher la réponse qui convient. Pour ceux qui ne voient pas la fenêtre, vous pouvez quand même répondre dans la conversation en cliquant dessus. Donc, je vois que les réponses arrivent. Donc, pour l'instant, on a, on va dire, presque une moitié Nouvelle-Aquitaine. Et après, un quart Occitanie, un quart d'autres régions. Voilà, donc je rappelle les contextes quand même qui vont être présentés. C'est beaucoup sur la partie sud-ouest, mais effectivement, il y a des éléments après qui peuvent vous aider sur les autres régions. Et donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de nous dire dans quelle filière vous êtes, puisqu'on s'est rendu compte que à l'inscription, il y avait pas mal de gens qui étaient sur plusieurs filières, voire pas du tout, même en grande culture. Hop. Donc c'est le même principe. Vous répondez en direct. Et normalement, vous voyez aussi les. Bon, évidemment, sans surprise, on a une grosse majorité grande culture. Et donc c'est quand même moins moins diversifié que sur le webinaire de la semaine dernière. On était plus sur d'autres. Plus en interfilière, on va dire. Oui, donc là, vous êtes vraiment une majorité grande culture. OK, et un petit dernier pour savoir un petit peu où vous en êtes, vous, sur les couverts végétaux. Voilà, donc si vous êtes complètement débutant, donc vraiment néophyte, ou si vous êtes, voilà, vous avez commencé, mais un petit peu, si vous avez déjà un peu d'expérience, ou si vous êtes compétent ou expert. Voilà, donc on a une grosse majorité quand même avec un peu d'expérience et quelques-uns débutants ou compétents. Si on a une personne néophyte, alors voilà, j'espère que quand, voilà, s'il y a des trucs qui ne sont pas compréhensibles, n'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est justement l'objectif. Sans plus attendre, la parole à Pierre pour la suite des présentations. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Pierre Mallier, je suis pédologue à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Céline? Alors, on voit ton logiciel, on ne voit pas l'écran de présentation. Cette Voilà, fois-ci, là, c'est c'est bon. bon. Ouais, là, c'est bon. Donc en introduction de ce webinaire, je vais vous parler d'une part du choix des espèces des couverts végétaux et d'autre part de l'impact des couverts sur la circulation de l'eau dans le sol, ainsi qu'également l'impact des couverts sur la réserve en eau de nos sols. Je vais m'appuyer majoritairement sur des résultats tirés d'une part de la recherche et des instituts techniques, par exemple, mais surtout et d'autre part des rappels de projets qui ont déjà été comment dire, présentés dans les webinaires Adoptate. Donc, pour introduire ce webinaire, en début de cycle des couverts végétaux, je dirais plutôt en période estivale, l'objectif, c'est d'une part d'assurer le démarrage du couvert, pour s'assurer d'une part de sa germination et de son développement. On va plutôt se focaliser sur des espèces qui ont des besoins différents en eau, mais qui ont peu de besoins en eau, notamment en termes de germination, et des espèces qui ont des besoins en eau moindres pour se développer, en tout cas pour le démarrage du couvert. En fin de cycle, toutes les espèces présentes vont consommer de l'eau. J'insiste un petit peu sur ce point, puisque dans le cadre, je dirais, de la région du Sud-Ouest, vous savez comme moi que l'eau est un élément primordial et qu'il faut s'assurer, je dirais, de la réserve en eau de nos sols. La févrole, par exemple, est une espèce qui consomme beaucoup d'eau. Donc en fin de cycle, les éléments pour vous remettre des chiffres en tête, un couvert, 1 tonne de matière sèche par hectare, notamment au printemps, consomme entre 10 et 25 mm d'eau. Vous pouvez voir en bas à droite de la slide la réserve en eau sur l'axe désordonné et enfin sur l'axe des abscisses le développement du couvert. Vous pouvez voir qu'en fin de cycle, entre un sol nu qui est ici en rouge et des couverts végétaux, que ce soit de la févrole comme du trèfle, la réserve en eau évidemment est beaucoup plus basse, puisque le couvert végétal, indépendamment des espèces présentes, a consommé de l'eau. Nous allons y revenir par la suite pour vous rappeler des chiffres sur ces couverts-là pour que vous les ayez bien en tête. En termes de conditions de développement des couverts végétaux, vous avez sur l'axe des ordonnées ici les conditions hydriques de germination, autrement dit la réserve en eau de vos sols au moment de l'implantation des couverts, et sur l'axe des abscisses, les conditions thermiques de germination, autrement dit la température de germination des couverts au moment de la levée.
J'ai replacé dans un cadre rouge les couverts qui sont plutôt estivaux, donc que vous allez plutôt semer, je dirais, directement, par exemple, après une céréale, derrière la batteuse après la moisson. Et vous allez avoir des exemples concrets, notamment par Yves Ferrier par la suite. Donc, je citerai notamment des couverts qui pourraient être composés de Niger, de Moa ou encore de Faceli. La veste pourpre a des conditions de germination qui sont parfois entre 15 et 25 degrés. Donc, c'est quelque chose que l'on peut utiliser en période estivale. Et en vin, en période hivernale, on va plutôt choisir des espèces qui ont d'une part des conditions de germination que l'on dira faibles, entre 1 et 15 degrés notamment, et des espèces qui ont besoin d'eau pour se développer et pour croître. Je résumerai ici, notamment via les travaux de Sébastien Minette, les différents types de couverts, depuis des semis au mois d'août jusqu'à des semis que l'on considérera très tardifs au mois d'octobre. Je garderai ici l'exemple finalement des grandes cultures. Pour la partie viticulture que l'on a présentée la semaine dernière, c'est un peu différent puisque, à cause des vendanges, on va décaler un petit peu nos périodes de semis. Donc, pour ce qui est des pièges à nitrate, je citerai notamment la moutarde ou la facélie, que l'on peut semer effectivement, je dirais, aux alentours au mois d'août. Pour ce qui est des couverts fixateurs d'azote atmosphérique, ce que l'on appellera les engrais verts, vous pouvez voir ici que la liste est beaucoup plus longue, notamment je pense aux légumineuses, que l'on peut semer, et jusque-là je ne vous apprends rien, finalement sur une gamme en gamme de temps assez longue. La raison est assez simple, ce sont des espèces qui ont des conditions de germination qui sont assez larges et qui ont certes besoin d'eau pour croître et pour démarrer, mais qui sont finalement adaptables, et on y retrouve évidemment la févrole. Et enfin, je citerai d'autres avantages et d'autres services recherchés par les couverts, que ce soit le pâturage des couverts ou la couverture du sol, qui est un des éléments que l'on recherche pour les couverts végétaux et qui est évidemment présente sur l'ensemble du cycle une fois que le couvert a bien démarré. Je prends un exemple ici du soja, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on plante un couvert, que lorsque l'on raisonne un couvert, c'est un métier à part entière, pour la simple et bonne raison qu'il va avoir un impact sur la culture suivante. Vous avez ici à gauche un sol qui a été couvert l'hiver, où on peut voir un développement du soja qui est moindre par rapport à un sol qui a été laissé nu, où l'on voit un colza mieux développé, un peu plus vert, pour la simple et bonne raison que le soja est une plante qui va répondre effectivement à la potasse dans le sol. C'est une plante qui est exigeante en potasse. On le sait, la potasse et l'eau sont assez liées. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'un couvert, on le raisonne depuis son implantation jusqu'à son objectif N+1. Alors, on va lancer désormais un petit sondage puisque nous allons passer à l'impact des couverts végétaux, d'une part sur la circulation de l'eau dans le sol et d'autre part sur la réserve en eau de notre sol. Est-ce que Céline, tu peux lancer le sondage, s'il te plaît? Alors, normalement, il est déjà lancé. Voilà. D'accord. Alors, moi, je ne le vois pas, mais si le sondage est lancé, on est bon. Donc, nous pouvons plusieurs affirmations que vous allez devoir dire si elles sont vraies ou fausses. La première, nous pouvons augmenter la taille du réservoir en eau du sol, j'insiste, la taille du réservoir en eau du sol, grâce à la présence de couverts végétaux. La seconde, nous pouvons multiplier par un facteur 3 à 3,5 la capacité d'infiltration verticale, j'insiste, verticale de nos sols, grâce aux couverts. Est-il possible d'augmenter la capacité de rétention en eau de notre sol uniquement par l'ajout de matière organique? La compaction peut diminuer de 20% la capacité de rétention en eau d'un sol. Et enfin, la présence de couverts végétaux peut conduire à vidanger la quasi-totalité de la réserve en eau de nos sols au printemps. Est-ce que Céline, tu peux éventuellement commenter les réponses puisque je ne les vois pas à l'écran malheureusement? Alors, écoute, les réponses sont en train d'arriver, sachant que voilà, il fallait le temps que tout le monde puisse lire les propositions. Oui. Donc, je vais attendre un petit peu avant de commenter parce que sinon, ça va influencer les autres pour répondre. Voilà. Donc, pour l'instant, on a, on va dire, 2 affirmations qui se détachent comme étant vraies D'accord. et 3 autres qui, enfin, il n'y en a aucune qui n'a pas été cochée. D'accord. Voilà. Mais effectivement, il y en a deux qui se détachent pas mal. Donc là, on arrive. Alors, tout le monde n'a pas répondu, mais on a déjà une cinquantaine de réponses.
Sachant que, alors je vous rassure, effectivement, il y a des points que Pierre va expliquer après, mais il ne va pas vous donner les réponses tout de suite. Donc, Est-ce que tu peux nous citer les deux affirmations qui semblent se détacher? Ouais, parce que là, je vois que ça se stabilise, on est à 53 réponses. Donc, tu as la deuxième, nous pouvons multiplier par un facteur de 3 à 3,5 la capacité d'infiltration verticale des sols grâce au couvert. Et celle qui a obtenu le plus de réponses, c'est la quatrième, la compaction peut diminuer de 20% la capacité de rétention en eau d'un sol. Merci Voilà. Céline. Donc nous allons effectivement le voir en fin de présentation et je vous donnerai effectivement les réponses qui sont naturellement nuancées par la suite. Alors pour parler de l'impact des couverts végétaux sur la circulation de l'eau, gardons bien en tête que ce que l'on considère être la réserve en eau de nos sols, c'est la différence finalement, c'est notre réservoir utile, notre RU, la différence entre la capacité au champ de nos sols et le point de flétrissement. Ici on parle de réserve en eau. Par contre, pour les couverts et pour une culture, on parle de RFU, la réserve facilement utilisable par la plante, qui est naturellement liée, comme vous pouvez le voir sur la gauche, à son enracinement. Pour ce qui est du remplissage, évidemment, en contexte du sud-ouest, on prend la pluie et l'irrigation, qui sont nos seuls vecteurs, je dirais, de remplissage de notre réserve facilement utilisable et de notre RU. Pour ce qui est de la taille du réservoir, évidemment, il dépend de la profondeur du sol et de la texture de notre sol. Ce sont deux paramètres sur lesquels nous ne pouvons pas jouer. Par contre, nous pouvons jouer d'une part sur l'enracinement de la culture et d'autre part sur le taux de matière organique de nos sols. Ici, je reviens un petit peu sur le tassement, puisque vous avez été nombreux à dire que le tassement peut réduire la capacité de rétention en eau de nos sols. Alors effectivement, vous avez l'exemple ici sur 3 types de sols, des terreforts moyens, des boulbènes superficielles ou des argilo-calcaires, où nous avons considéré et mesuré un réservoir utilisable maximum. Je ne parle pas de réserve facilement utilisable, mais bien de RU. Comme vous pouvez le voir, sur un horizon compacté, dans l'ensemble des cas, on peut perdre ici 10% de notre capacité de rétention et de notre réservoir utilisable, indépendamment des types de sols. Donc ça, c'est bien gardé en tête. La taille du réservoir utilisable est évidemment réduite en cas de tassement. Pour ce qui est de la matière organique permet d'augmenter la taille du réservoir utilisable en eau du sol. Vous avez plusieurs textures ici, une texture sableuse, une texture moyenne, une texture argileuse. Et sur l'axe des abscisses, le taux de matière organique, autrement dit le carbone organique des différents sols que nous avons testés en laboratoire. Et enfin, les courbes représentent la capacité au champ et le point de flétrissement permanent des types de sols. Ce que l'on peut voir ici, c'est que pour les deux graphiques du bas, les courbes sont évidemment parallèles, elles sont modifiées par l'augmentation de matière organique, par du carbone organique. Pour autant, elles restent parallèles. Cela veut dire que la réserve en eau de nos sols, la capacité de rétention en eau de nos sols, est la même. Donc, on a surtout la capacité d'augmenter le pouvoir d'augmenter la capacité au champ, notamment dans les textures sableuses. C'est un petit peu moins vrai sur les textures moyennes limoneuses et les textures argileuses, puisque l'on favorise dans les textures sableuses le complexe argilo-humique ou organo-minéral. Vous avez ici également un autre exemple, c'est une méta-analyse de 60 publications où on a fait varier le pourcentage de matière organique, on a augmenté le pourcentage de plus 0,5 points de matière organique de l'horizon travaillé, et on a calculé l'impact sur le réservoir utilisable. Idem, sur l'ensemble des types de sols présentés précédemment, on augmente finalement que de manière très peu significative notre réservoir en eau, finalement notre réserve utilisable dans nos sols. 1 mm, 4 mm et 1 mm, on est de l'ordre de 1 à 2% de manière générale. Par contre, évidemment, comme vous avez répondu à la question, l'impact sur la circulation de l'eau des couverts végétaux est évidemment prépondérante. Vous avez ici évidemment des exemples d'enracinement, mais surtout l'exemple des travaux qui ont été menés par Lionel Aleto dans le cadre du projet Bagage, où on a combiné d'une part des couverts végétaux évidemment, et le moindre travail du sol. Le mot AC ici représente agriculture de conservation des sols, et vous avez des chiffres de conductivité hydraulique à saturation, autrement dit d'infiltration, capacité d'infiltration de l'eau des sols. Vous pouvez voir que les labours se situent entre 50 et 60 mm/h de manière générale. Par contre, l'effet des couverts végétaux et du moindre travail du sol, autrement dit, on conserve la structure de nos sols, varie de 100 mm/h au bout de 8 ans jusqu'à 160 mm. Donc effectivement, il est vrai qu'on a la capacité d'augmenter
la circulation de l'eau dans le sol et l'infiltration de l'eau dans le sol. Je vous l'image ici où nous avons à gauche une fosse sur une parcelle en agriculture de conservation qui a été utilisée avec des couverts végétaux, qui a été menée l'itinéraire technique avec des couverts végétaux, et à droite, une parcelle classique en labour. Ce que vous pouvez voir sur la vidéo, à gauche, nous voyons un sol dont finalement l'humidité est très homogène au sein du profil, et à droite, vous pouvez voir cette petite eau qui coule au fond du profil. Alors cette petite eau, attention, ce n'est pas un geyser hein, qui vient du bas, c'est bien des ruissellements hypodermiques liés à la semelle de labour, ou je dirais, je n'aime pas trop ce terme, à la discontinuité structurale au sein du profil, qui coule le long du profil, et donc de fait, on n'infiltre pas l'eau, elle ruisselle, ce qu'on appelle des ruissellements hypodermiques. Donc en résumé, on a la capacité d'augmenter la taille de notre réservoir, que vous voyez ici, qui est imagé en réservoir de 1000 litres, c'est la capacité de rétention de nos sols, de 5 à 15%. De manière générale, on a la capacité, via les pratiques, les couverts végétaux et la matière organique, de l'augmenter de 5 à 15%. Pour ce qui est de l'infiltration, on a la capacité de l'augmenter de 1,5 à 5 en 20 ans. Donc c'est un facteur qui est à garder en tête. On a la capacité finalement d'augmenter un petit peu la taille du réservoir, mais surtout de le remplir de manière significative et de mieux le remplir. Par contre, gardons bien en tête qu'il ne faut pas gaspiller cette eau. J'insiste et je répète, une tonne de matière sèche équivaut à 15 à 25 mm de RU. Autrement dit, on a le pouvoir de mieux remplir notre réservoir, mais attention, dans le cas d'une mauvaise gestion de nos couverts, on a aussi la capacité de le vidanger rapidement. Donc pour revenir aux questions, effectivement, on peut augmenter la taille du réservoir en eau de sol grâce à la présence de couverts, c'est partiellement vrai, mais de manière peu significative, c'est bien la combinaison couverts végétaux plus diminution, absence du travail du sol, pour garder les propriétés structurelles de nos sols. Pour le facteur, je dirais pour la capacité d'infiltration verticale, évidemment, on a la capacité de mieux infiltrer notre eau par les couverts et aussi par la diminution du travail du sol. Il est possible d'augmenter la capacité de rétention en eau de nos sols uniquement par l'ajout de matière organique. Je dirais que de manière générale, c'est faux, uniquement vrai pour les sols sableux. La compaction, évidemment, diminue la capacité de rétention en eau dans le sol. Jusque-là, je cite le chiffre de 20%, c'est un chiffre moyen, mais on peut perdre l'entièreté de notre capacité de rétention en eau à cause de la compaction. La présence de couverts végétaux peut conduire à vidanger la quasi-totalité de la réserve en eau de nos sols. Effectivement, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il faut raisonner ces couverts végétaux à l'échelle de l'itinéraire technique. Donc pour conclure, les effets intéressants des couverts végétaux vis-à-vis de la réserve en eau, et de manière générale sur l'ensemble de nos parcelles. Évidemment, en termes d'érosion et de protection de la surface, les couverts végétaux ont un impact extrêmement fort. Pour ce qui est de la stabilité structurale, comme je l'ai cité, c'est évidemment très lié aussi aux pratiques. On peut améliorer la stabilité structurelle de nos sols, mais on peut la détruire évidemment par des travaux du sol qui sont faits effectivement peut-être dans de mauvaises conditions. Pour ce qui est de la compaction des sols, c'est un plus-moins. On peut décompacter nos sols avec couverts végétaux, mais il faut souvent, déjà d'une part du temps, et d'autre part, ajouter peut-être un travail du sol, un fissurateur. Par contre, en termes d'infiltration et de ruissellement, vous l'avez compris, on a une forte capacité à infiltrer l'eau. Pour ce qui est de la rétention en eau, ça dépend des types de sols et nos pratiques. Et pour le devenir des pesticides, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Et en conclusion, je dirais qu'il faut remettre le capital sol au centre de notre système de production. Eh ben, merci Pierre. Pile dans le timing, impeccable. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la conversation. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à en mettre si vous en avez par la suite sur la présentation qui vient de vous être faite. Et ben, on peut enchaîner avec Olivier sur la suite, donc sur la présentation suivante. Oui, merci, bonjour. Donc, Olivier Guérin, je travaille à la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et donc je suis un collègue de Céline et donc j'interviens dans le projet Adoptae pour des questions d'évaluation. Voilà, alors du coup, là je sais plus, mais ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est bon. Voilà, Donc c'est en bon. fait, moi je voulais intervenir sur la question des couverts et de l'eau par rapport à la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire quand il n'y a pas assez d'eau
sécheresse, température élevée, et comment on peut faire quand il y a trop d'eau. La question vient principalement du fait que quand il y a eu la mise en place des obligations de couvert via les directives nitrates, notamment sur la région Aix-Poitou-Charentes, très régulièrement, en tant que conseiller, on s'est heurté au fait que ben voilà, il y avait des conflits avec d'autres chantiers, il y avait soit des sécheresses sur le mois d'août et le mois de septembre, et donc très régulièrement, nos organisations professionnelles ont adressé en fait au service de l'État des demandes de dérogation parce que voilà, c'était trop compliqué de mettre en place des couverts végétaux, parce que eh bien, les conditions de la réussite n'étaient pas réunies. Donc voilà, je vous propose de reprendre dans un premier temps, alors c'est ma vision, puis il y en a sans doute qui peuvent être rajoutés, hein, mais quel impact sur les couverts de la notion de pas assez d'eau. Donc la première, c'est que bah, ça compromet la réussite de la levée des couverts sur la période estivale, hein, donc voilà. Également, on peut avoir des levées tardives des repousses, c'est ce qui est le cas par exemple cette année, et que dans ce cas-là, on a une concurrence des repousses, notamment de céréales, avec les couverts. On peut avoir également, puisque Pierre avait cité tout à l'heure, sur des espèces qui sont mobilisées pour les scipiens, notamment des moutardes, et sur des variétés de moutardes très précoces qui subissent un stress hydrique, une montée à fleurs rapide, donc sur la fin de l'été, et pour des semis qui auraient pu être faits en début d'été. Et donc dans ce cas-là, on n'a plus l'effet recherché de piège à nitrate qui est rempli. Voilà, on peut avoir, bah, comme sur les colzas, notamment sur les crucifères, des consommations de la part d'insectes ravageurs, notamment des altises, hein, quand on est sur des espèces essentiellement à base de crucifères. Et puis, bah, bien sûr, faible croissance, faible captation d'éléments minéraux, faible effet engrais vert. Voilà. Par contre, il n'y a pas que des effets négatifs, hein, quand on a sur une partie ou la totalité du cycle de développement découvert un manque d'eau, eh bien, on a des découvertes qui sont relativement peu développées. Et donc, dans ce cas-là, la destruction est relativement facilitée. Donc, voilà pour l'aspect pas assez d'eau. Alors, vous me mettrez dans les discussions si vous avez des suggestions à rajouter. Par rapport à comment dire, à la typologie ou des années où il y a trop d'eau, donc quels sont les impacts sur les couverts? Donc on a à nouveau la question de la concurrence avec les repousses, hein, donc alors là plutôt en début de cycle d'été, hein, et donc potentiellement une concurrence avec les espèces choisies pour les couverts. Sur de la fin d'été, donc le fait d'avoir de l'eau régulièrement sur l'été, eh bien ça facilite les levées des couverts, mais bah, du coup on a souvent un carambolage avec les autres chantiers qui peuvent être présents sur une exploitation agricole, hein, à la fois les semis de colza et puis les récoltes de cultures telles que tournesol, maïs, soja. Voilà, donc l'idée c'est d'anticiper, hein, et de bien choisir les espèces pour à la fois assurer des débits de chantier et puis la réussite du couvert. Donc bien sûr, on a le maintien du risque limace, hein, donc sur toute la période automnale et qui peut se prolonger ensuite jusqu'à l'implantation de la culture suivante. Sur des périodes automnales pour les personnes qui sont dans les régions dominante de culture de printemps, hein, donc maïs, soja, etc., bah, ça complique les semis découverts après les récoltes de maïs. Et puis, bah, dans le cas, dans le cas de, comment dire, d'excès d'eau hyper important dans des parcelles hydromorphes, eh bien, la croissance des couverts peut être stoppée, voire détruite par l'excès d'eau. Puis, bah, bien évidemment, quand on est en sortie de couvert et transition vers la culture suivante, la destruction mécanique est compliquée, notamment si on n'a pas fait le choix d'espèces, entre guillemets, faciles à détruire. Voilà. Ce que je voulais faire, je voulais faire un éclairage météo également par rapport à la question du changement climatique. Le changement climatique, c'est pas demain en fait, on y est. Donc la publication récente là, de Météo France pour positionner l'été 2025 par rapport aux autres étés place l'été 2025 au troisième plus chaud depuis 1900, hein. Et donc si vous regardez les années et les températures qui sont affichées,
Eh bien, toutes les 10 étés les plus chauds sont tous postérieurs à l'année 2000, hein, et donc avec l'année 2003 qui a été tout en haut. Donc ça, c'est moyenne France entière, hein, c'est de sources Météo France. Et donc si on regarde, alors c'est une anomalie de 1,9 degré par rapport au normal, hein, pour l'année 2025. Et si on regarde, si on fait le focus sur nos régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc là, c'est un travail qui a été fait par des collègues qui sont des agroclimatologues et donc organisé par Frédéric Legros, je ne sais pas si vous le connaissez. Et la source des documents, c'est Oracle, hein, donc ça a été fait dans une bonne partie des régions de France, hein. Donc voilà. Et donc pour l'été, pour la Nouvelle-Aquitaine, entre 1959 et 2019, vous avez en moyenne 1,4, 1,6 degrés d'excédent de température, d'augmentation de température. Et donc le corollaire à ça, c'est qu'en fait on augmente l'évapotranspiration et donc on réduit en fait les chances de réussite de semis et en fait surtout de lever, et une fois que c'est levé, de pousse des couverts végétaux. Et donc voilà, pour l'Occitanie, donc là j'ai pas retrouvé la carte avec la moyenne pour l'été, là c'est la moyenne annuelle des températures et leur augmentation depuis 60 ans. Donc on est plutôt sur un trend de l'ordre de 2 degrés en moyenne. Et donc si on prend une station météo en particulier, là voilà le Gers avec Auch, eh bien vous avez une augmentation qui est très régulière depuis 1959 pour l'été. Voilà. Donc l'incidence sur les pluviométries estivales, donc vous verrez que là on est en fait, on voit et on mesure et on peut se faire l'écho avec ce qu'on a vécu sur les dernières années, hein, notamment 2022 et 2025, hein. Donc les collègues ont utilisé des projections sur le climat au niveau de la pluie, le TP, etc. Donc je vous présente que la pluie, vous pourrez aller lire, et c'est très, très intéressant, les livrets qui sont produits. Donc la source, c'est Climat 21. Donc pour la Vienne, donc la station que j'ai prise, ça a été actualisé en 2021. Et donc pour le Gers, ça date un petit peu. Donc le collègue m'a dit, bon, à prendre avec des pincettes, mais de 2015. Et donc, on compare en gros le passé avec le futur proche et le futur plus lointain. Donc là, vous avez le passé récent avec des pluviométries en juillet-août qui sont moins importantes que sur les autres mois, mais qui restent malgré tout aux alentours de 20, 30, 40 mm sur le passé proche. Et donc, quand on se met sur soit le futur proche, eh bien, vous voyez qu'on passe à la fois pour la Vienne et puis pour le Gers aux alentours de 20 mm sur les mois de juillet et d'août, donc avec des pluviométries qui sont très très ciblées et donc des quantités qui tombent souvent en une seule fois, hein, sur le mois. Donc c'est un créneau du coup qu'il ne faut pas louper. Et quand on se projette, eh bien, vous voyez qu'on tombe aux alentours de 10 mm, donc quelque chose qui va s'accentuer. Bon, ça, c'est pas une surprise, hein. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues et qui vous ont déjà été présentées. Voilà. Et donc, si on fait un focus par décade, puisque les collègues l'ont fait, donc là, pour la Vienne, je ne l'ai pas pour le Gers, eh bien, on voit que les quantités de pluie sur les créneaux qu'on avait l'habitude de recommander pour les semis de couvert, hein, donc, sont vraiment de plus en plus petites. Voilà, donc on a une combinaison de sécheresse estivale. Donc je vous répète, on y est, hein, parce que 2025, c'est ce qu'on a vécu, hein. Des températures supérieures à 35 degrés en août sur de longues périodes, hein, donc c'est le cas pendant 10 jours, en tout cas pour cette année, sur juin et août. Et donc, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui sont de plus en plus risquées, donc qu'on peut maintenir, mais qu'il faut en tout cas sécuriser. Donc, ces pratiques-là, c'est les semis dans les 2 jours après la moisson. Donc, voilà, ça devient encore plus challengeant. Et puis, les semis de petites graines en surface, en milieu d'été, ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus compliqué à envisager. Donc voilà, les propositions, ou en tout cas nous ce qu'on identifie, hein, c'est d'avoir des espèces qui sont un peu passe-partout, ou en tout cas d'avoir des bouquets d'espèces qui permettent de couvrir la période de semis ciblé quand on fait une composition d'espèces.
Il y a également la stratégie qu'on peut nommer comme la stratégie d'esquive, hein, qu'on a en maïs, mais qu'on peut aussi mobiliser sur les couverts végétaux, hein. C'est repositionner la période de semis des couverts, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que grosso modo, en septembre, on conserve des pluviométries qui sont compatibles avec des réussites de levée. Et puis, bah, c'est de faire en sorte d'avoir des débits de chantier rapides pour la mise en place des couverts, pour assurer la compatibilité avec les autres chantiers. Et voilà, et puis bah, là, c'est plutôt des collègues, notamment Nicolas Courtois, qui disent, bon, bah, voilà, si vous faites des semis d'été, n'hésitez pas à aller chercher la fraîcheur, ou en tout cas à mettre les graines à des profondeurs qui peuvent paraître inhabituelles, pour notamment des petites graines, mais aller rechercher des 4-5 cm de profondeur. Voilà. Et donc, je vais terminer avec la question du trop d'eau, hein. Donc, on a eu un scénario 2023-2024 hyper pluvieux, avec souvent 80-100% de pluviométrie en plus, hein, sur une bonne partie du territoire français. Donc, en projection, ça a peu de chances de se reproduire, hein. Mais il faut malgré tout se prémunir de ce type de situation. Donc, voilà, envisager dès le départ, hein, dès la mise en place du couvert, toutes les possibilités de destruction des couverts, donc notamment des combinaisons mécaniques puis chimiques. Donc ça, je crois que Bruno a prévu d'en parler. Puis bon, bah voilà, broyage plus labour, c'est ce qui passe, mais on voit que bah, ça pose des problèmes en termes de maintien de la structure des sols. Voilà. Et puis on revient sur les espèces, hein. Donc dans ce cas-là, il faut envisager des espèces qui supportent l'hydromorphie temporaire. Donc il n'y a pas de miracle, hein. Une espèce qui est 2 mois les pieds dans l'eau et crève, hein. Mais il y a des espèces qui s'en sortent mieux que d'autres malgré tout. Et puis bah, quand on est sur la question de la destruction, c'est plutôt de s'orienter vers des espèces dont on est sûr qu'elles vont pas lignifier, qu'elles vont être très, très faciles à détruire pour avoir une destruction mécanique qui va être facilitée. Et donc là, je reviens sur quelque chose sur lequel Mélanie va rebondir tout à l'heure. Donc on a fait un travail au sein d'Adoptae où en fait on a rassemblé l'ensemble des connaissances qui étaient présentes sur les couverts. Donc on a fait un nouveau grand tableau, alors qu'existe par ailleurs, hein, dans différentes régions, et où on a pris les différents critères d'espèces découvertes et on a fait en sorte d'en rassembler un maximum, et dont notamment bah, voilà, la capacité des espèces à supporter une hydromorphie temporaire. Donc là, vous voyez que la liste se réduit, hein, puisqu'on est essentiellement sur févrole, quelques trèfles, des céréales, et puis bah, des crucifères, notamment navets, radis fourragers, radis asiatiques. Voilà, alors il n'y a pas de miracle, hein, mais voilà. Et donc, j'en ai terminé. Eh ben, merci Olivier pour cette mise en bouche, on va dire, sur effectivement la nécessité de s'adapter. Ben, on va enchaîner avec Mélanie qui fait alors une petite présentation du tableau justement que tu as évoqué. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Mélanie Lobietti, donc je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et j'interviens dans le cadre d'Adoptae plutôt sur la partie méthodo, donc en lien avec le choix des couverts notamment, et puis la capitalisation et la valorisation des ressources. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop, voilà, pour vous donner une vision un petit peu plus précise donc, du tableau qu'a évoqué Olivier. Donc en effet, comme Olivier l'a dit, en fait, dans le cadre du projet, on a capitalisé, on a fait une synthèse un petit peu de toutes les ressources qu'on avait qui étaient adaptées au territoire sud-ouest sur les caractéristiques des différents couverts. Et ça a été complété aussi avec l'expertise des collègues qui font partie d'Adoptae. Et donc l'objectif, c'est voilà, d'avoir à la fois une vision d'ensemble des caractéristiques des différents couverts. Donc on est allé jusqu'à l'espèce, hein. On n'est pas allé jusqu'à la variété, même s'il y a des travaux en cours sur les spécificités liées aux variétés. Et l'objectif, donc, c'est qu'à travers un système de filtre, en fait, on puisse sélectionner en fait les espèces qui nous paraissent pertinentes à mettre en place. Donc c'est plutôt un outil qui sert de support au conseil, ou en tout cas en support d'échange avec les agriculteurs. Donc je vais vous montrer rapidement un petit peu les différents onglets. Donc on a un premier onglet de présentation, voilà, du tableau. Donc effectivement, ça peut paraître être de nouveau un tableau qui a été
créer, mais en fait l'idée c'est voilà de vraiment de centraliser tout ce qui existait déjà, de l'adapter aux conditions sud-ouest et d'intégrer aussi des paramètres qui n'existaient pas forcément dans le cadre d'autres tableaux, notamment les indications sur le PMG, voilà, qui permet d'avoir un peu de raisonner pardon, le semis plutôt en graines par mètre carré. Et puis, ça va être aussi un format, en format double, en fait, à la fois un format numérique où on pourra naviguer, je vais vous montrer là, dans le tableau, et puis on se propose aussi d'avoir un format, plutôt papier, imprimable sous forme de poster pour avoir un petit peu une vue d'ensemble de toutes les caractéristiques, sous les yeux. Donc ça, c'est la première partie un peu de présentation du tableau, pourquoi, il existe en gros et à quoi il peut servir. Ensuite, vous avez un onglet plutôt de notices d'utilisation. Donc là, l'objectif, en fait, l'idée avec ce tableau, c'est de reprendre les différentes étapes par lesquelles on passe, ou en tout cas les différentes questions qu'on se pose quand on fait le choix d'un couvert, en fait. Donc on a pris le parti pris voilà, de proposer, on va dire, un process, un déroulé qui rejoint un petit peu ce qu'on fait dans les ateliers de co-conception quand on fait le choix de couvert. Donc il y a différentes étapes. D'abord, voilà, le choix du type d'interculture, l'identification de où se situe ce couvert en fonction de la culture précédente, de la culture suivante, le choix, bien sûr, le type de sol sur lequel on est, le choix du service en fait recherché par le couvert, et puis ensuite tout ce qui est relatif plutôt à l'ITK, donc de quel matériel on dispose pour le semis, pour la destruction, etc. Donc en fait l'idée de ce tableau, c'est de filtrer petit à petit en fonction de ces différentes étapes pour à la fin atteindre des espèces possibles ou intéressantes à mettre en place. Donc là, vous avez toutes ces explications-là sur la notice d'utilisation, comment on l'utilise, quel type de filtre, on peut filtrer voilà, par couleur ou par symbole. Et vous avez à la fin aussi un exemple d'utilisation, donc avec des impré-écrans pour, voilà, avec une situation de base, voilà, voir comment on peut atteindre à la fin un exemple en fait d'espèces qui répondent aux caractéristiques demandées. Donc rapidement, voilà, donc vous avez donc d'abord le type d'interculture. Donc en fait, par un système de filtre, si par exemple vous êtes en interculture longue, vous pouvez sélectionner ici, sélectionner les plus et les plus qui correspondent à une interculture longue. Les cultures précédentes, par exemple, je vais prendre entre un blé et un tournesol ici, culture suivante. Hop. Et si par exemple, donc la caractéristique du sol, alors ici, oui, c'est vraiment sur des caractéristiques très spécifiques. Donc quand on a un pH très acide, un pH très basique, la notion d'hydromorphie, comme l'a dit Olivier, des taux d'argile supérieurs à 30-40% et des sables supérieurs à 50%. C'est plutôt comment se comporte l'espèce face à ces situations un petit peu extrêmes. Donc admettons qu'on a un type de sol classique, parce qu'il faut que j'aille un peu vite pour la démonstration, et qu'on veuille, je ne sais pas, des espèces qui sont plutôt pièges à nitrate, comme je reprends un peu l'exemple de Pierre tout à l'heure, et puis qui améliorent la structure du sol, par exemple. Donc je vais mettre plutôt ça et ça, en profondeur, admettons. Et en fait, voilà, ça vous donne une liste d'espèces. Donc après, on peut aller plus loin, hein. Moi, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration jusqu'au bout, mais vous avez aussi tout ce qui est mode d'implantation, période d'implantation, conditions de germination, le comportement des bioagresseurs, le mode de destruction, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que voilà, ça vous donne une liste, en fait, dont vous pouvez parler avec l'agriculteur et qui correspondent à ces critères. Voilà, rapidement pour la présentation. Après, si vous avez plus de questions, etc., il n'y a pas de problème, on pourra y répondre. Voilà, c'était pour vous présenter rapidement l'outil. Eh ben, merci Mélanie. Et du coup, avant d'enchaîner sur les présentations suivantes, on vous propose de nous dire un petit peu ce que vous utilisez dans vos conseils. Si vous utilisez un tableau similaire, si vous utilisez également un outil d'aide à la décision, vous pouvez cocher plusieurs réponses, ou si vous n'en avez pas besoin, parce que voilà, vous faites autrement ou que ça ne vous intéresse pas, voilà. Donc, sachant que je vous l'ai mis dans la conversation, ce tableau, il sera donc à télécharger en format Excel d'ici fin octobre sur le site, donc sur la page du projet, donc dans la partie onglet premier livrable. Voilà, merci. Donc, je vois dans vos réponses, effectivement, il y a on va dire un tiers qui utilise des outils en ligne, outils d'aide à la décision. Donc, il y en a plusieurs qu'on a cités, mais il y en a d'autres aussi que vous pouvez avoir utilisés. Et vous êtes une moitié à être intéressé par
par le tableau. Écoutez, on vous mettra un mail de toute façon quand il sera effectivement en ligne. Voilà, mais on va faire ça d'ici la fin du mois. Merci. Du coup, maintenant, on va enchaîner avec des retours d'expérience pour un petit peu illustrer ce qui vient d'être présenté. Donc, on commence par Mathieu en Poitou-Charentes. Bonjour à tous, alors je vais vous partager mon écran. Ah, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Merci, Mathieu. Ok, merci. Donc Mathieu Pépin, responsable technique Neolis. Neolis, un négoce basé en Poitou-Charentes, alors principalement Vienne, de-Sèvres, Charente. Je fais partie du projet Adoptae en tant que partenaire avec notamment d'autres organismes comme la coopérative de Mansle. Et on est là pour appuyer le projet, intervenir sur différentes actions auprès des conseillers, auprès des agriculteurs. Et l'idée, c'était sur cette petite partie de vous faire un exemple de choix de couvert qu'on peut retrouver en Poitou-Charentes. Alors c'est vrai que les conditions d'eau sur la région sont particulièrement limitantes en été. Donc voilà, que faire quand il fait trop chaud, trop sec ou à l'opposé, trop froid, trop humide. Je voulais vous faire un petit rappel succinct de la réglementation nitrate sur la région, passer succinctement sur les différents types de sols de la région et après faire un focus plus sur quand semer, quoi semer et illustrer pour finir avec des sous-espèces pour le choix en fait des variétés des différents couverts. On voit ici la carte des zones vulnérables selon la directive nitrate. Alors, sur la partie de gauche, c'est tout le territoire ex-Poitou-Charentes. Et avec la zone marquée en marron, en fait, ça correspond donc aux zones vulnérables. Et si on fait un focus plus précis sur la Vienne, on se rend compte en fait que quasiment tout le département est concerné par des zones vulnérables où pas mal d'actions sont mises en place par rapport aux zones de captage. Alors, aussi bien en fait sur la partie nitrate qu'également sur la partie pollution des eaux, d'où aussi l'intérêt de mettre des couverts végétaux. Il y a quelques petites différences selon les départements. J'ai pris en fait un exemple en Charente. Donc là, en fait, en interculture longue, le couvert végétal doit être présent avant le 30 septembre. C'est vrai que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, parfois ça peut être compliqué, un semis. Oui, au moins 2,5 mois. Et sur les zones d'action renforcée, ZAR, c'est minimum 3 mois. Et si on regarde sur la partie de droite, sur l'écran, ça c'est un focus en fait sur le département de la Vienne. Donc suivant le précédent, la culture suivante, et certaines zones en fait, il y a plusieurs réglementations. Voilà, ça peut être, alors déjà pour le conseiller, ça peut être compliqué, mais alors pour l'agriculteur, je comprends qu'il puisse être perdu, mais on est là aussi pour les accompagner. Donc il n'y a pas forcément partout d'obligation de couvert. On peut avoir des repousses, on peut avoir différentes choses, mais dans la majorité des cas, il faut mettre en place des couverts. Alors comment faire justement suivant le type de sol? Je vais juste faire un petit focus sur, on va dire, le type de sol principal en Poitou-Charentes. Ce sont les groix, donc en fait des sols argilo-calcaires, peu à moyennement profonds, et sur donc un calcaire qui est tendre, fissuré, parfois dur. Et la principale contrainte, c'est justement le manque d'eau en plein été. C'est un sol qui est facile à travailler, qui a une bonne structure grâce aux cailloux. Le pH est souvent élevé, enfin est même élevé en fait en argilo-calcaire comparé à d'autres types de sols qu'on peut retrouver dans la région. Mais l'implantation voilà, est souvent difficile en plein été. Et alors du coup, quand semer et quoi semer? Alors, on a deux types de cultures, d'interculture. Ça va être celle après les céréales à paille, après les cultures d'hiver, donc moissonnées au mois de juin, juillet, où là il fait souvent chaud et sec. Et à l'opposé, en fait, les intercultures après une culture de printemps, donc après un maïs ou un tournesol.
on vous a déjà présenté ce petit graphique, mais que j'aime bien, qui est synthétique. Et ça fait une première approche intéressante sur justement quoi mettre, suivant en fait la date de semis voulue. Donc sur la partie haute et droite de ce graphique, vous allez retrouver en fait les espèces estivales, donc qui vont avoir une facilité de germination plus importante que d'autres espèces. Et ce qu'on voit particulièrement en fait, c'est que ce sont des espèces avec de petites tailles. Donc on va par exemple pour l'été choisir plutôt sarrasin, Niger, Faceli. Pour des semis intermédiaires, on va être au centre du tableau, donc les moutardes, des trèfles, des vesses. Et à l'opposé, en fait, pour des semis très tardifs de couvert, après récolte donc de maïs, de tournesol, on va être plutôt sur de la févrole ou des graminées, alors qui peuvent être du blé, hein, de l'orge. Voilà, faut faire aussi avec ce qui est disponible sur la ferme. Pour faire un focus sur donc les semis d'été. Olivier en a déjà parlé, mais donc l'idéal, et c'est ce qu'on voit par rapport au retour d'expérience sur le terrain, c'est que pour conserver le maximum d'humidité, un semis dans les 2-3 jours après la moisson est idéal. On va souvent entendre que c'est compliqué avec la gestion des pailles, avec les moissons, etc. Mais c'est l'idéal pour optimiser la réussite du couvert. Un semis direct est intéressant aussi parce qu'en fait on va éviter de déstructurer le sol, de faire sécher le sol et plus facilement en fait les espèces de couvert vont germer. On peut aussi tester donc un semis profond, 5 à 7 cm. C'est vrai qu'en fait si on prend la couche de surface, le fait de semer en profondeur, on va attendre une pluie significative. En fait, les graines, pardon, vont attendre une pluie significative pour germer. Et c'est un phénomène aussi qu'on peut voir sur les colzas, c'est qu'on a tendance à enterrer de plus en plus les graines pour éviter en fait une germination et un dessèchement de la plante par la suite. Et pour optimiser la réussite de son couvert, on va faire un mélange diversifié. Donc, on ne mise pas tout sur une seule espèce. Et si les conditions sont difficiles, on aura quand même quelques graines du mélange qui vont pouvoir germer. Ça va être quand on est obligé de semer un couvert à cause de la directive nitrate. Dans les autres cas, je vous conseille d'attendre. Et c'est ce qu'on a pu voir cet été. On a eu un été très chaud et très sec. Il n'y a pas eu de couvert de semer durant l'été. En fait, souvent, les agriculteurs ont semé leur parcelle de colza, puis en septembre, leur couvert. Le principal, en fait, c'est de s'adapter aux conditions météo et d'attendre le bon moment pour réussir son couvert. Et vous retrouvez du coup quelques espèces possibles suivant la période de semis recommandée. Donc on adapte en fait son mélange à la date de semis. Toujours sur la partie été, avec des conditions plutôt sèches, en fait, choisir des petites graines souvent permet d'avoir une meilleure réussite du semis. Donc, on va avoir dans les petites graines possibles Faceli, Radis, Niger, les trèfles. Alors là, c'est indiqué trèfle d'Alexandrie ou Squarosum. Pourquoi pas du lin, du sorgho, de la baisse velue, qui elle est un petit peu plus grosse, mais reste, on va dire, dans la catégorie des petites graines, ou encore de la moutarde, voire du colza de ferme. Ces graines-là vont pouvoir germer plus facilement et donc on va plus facilement réussir son couvert. Ça, c'est un petit extrait en fait d'Arvalis, de résultats d'Arvalis en fait, où on va conserver l'eau en laissant en fait des pailles plus hautes dans le champ. Donc vous avez en fait l'humidité en ordonnée, en abscisse la date. Donc on voit en fait que avec des chaumes basses, on a moins d'humidité que si on est sur une récolte en fait plus haute. Donc on laisse plus de paille dans la parcelle. Et ça permet donc de conserver de l'eau dans le sol et ainsi
d'optimiser la réussite de son couvert. Ça, c'est une source en fait du GI2E de Magellan qui reprend un petit peu en fait le graphique pour optimiser la réussite du couvert. Donc, soit on va pouvoir semer à la volée avant la moisson. Alors, trop tôt, souvent en fait, ça manque de réussite. Ce qu'on observe, c'est que 5 à 7 jours avant la moisson, c'est la période idéale. En tout cas, c'est dans cette situation-là qu'on a la meilleure réussite pour la levée du couvert. On peut semer, pourquoi pas, alors il faut être équipé, mais au moment de la récolte de la céréale. Un semis direct avec des disques ou des dents, on garde aussi le maximum d'eau sur la parcelle. Et puis essayer de rouler après le semis et d'adapter en fait donc cette période de semis aux précipitations annoncées. Et ça nous permet en fait de réussir en général sans couvert. Mathieu, il te reste 2 minutes. 2 minutes, je vais accélérer un petit peu. Donc, à l'opposé, voilà, on était sur la récolte d'été, récolte d'automne. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un chantier dans cet état-là, quand on est obligé de passer avec les chenilles pour récolter le maïs? Je pense que ça relève du bon sens. Le mieux, c'est d'attendre, de voir comment la parcelle peut réessuyer, de ne pas forcer en fait le semis pour éviter de matraquer encore plus le sol. Et dans ces cas-là, les espèces qu'on va pouvoir privilégier, ça va être une céréale, enfin une graminée, alors soit blé, soit triticale ou encore de l'avoine, et pourquoi pas de la févrole ou des pois, qui vont être des cultures qui vont pouvoir s'implanter dans des conditions plus froides. Et quelques exemples rapides de couverts. En été, par exemple, on peut aller faire sur juillet-août un colza fourragé avec de la facélie et du millet, ou alors une moutarde blanche et puis du mois. En semis intermédiaire début d'automne, donc début septembre, une avoine rude, des trèfles, ou alors faire un mélange de vesse, de radis, de seigle forestier. Et puis, comme je le disais à l'instant, pour les semis plus tardifs, pourquoi pas de la févrole plus triticale ou une avoine avec un pois. Ce sont des exemples de mélanges avec des densités intéressantes pour avoir un couvert assez dense. Et pour terminer la présentation, sur la slide précédente, je parlais simplement d'espèces, mais il faut faire aussi attention aux variétés. Ça, c'est Sébastien Minette qui m'a transféré ces données pour montrer qu'en fait, suivant chaque espèce, on va avoir différents cycles et le choix de la variété peut être intéressant. Donc, on adapte en fait la précocité de montée à graines, enfin de montaison à graines de la plante à la date de semis. Si vous voyez en fait sur la partie de gauche des moutardes blanches type Carla vont monter très rapidement à graines et c'est pas forcément le but recherché. Comme sur la partie de droite, des radis fourragés, certains vont monter plus facilement à graines que d'autres et donc derrière la destruction sera peut-être moins facile ou tout du moins on aura des graines qui vont être considérées comme adventices dans la culture suivante. Et même chose sur les graminées. On va avoir en fait différents types de moa, donc ou encore du sorgho qui va être utilisable en multicoupe ou alors fourragé. L'idée c'était d'illustrer en fait que une fois qu'on a choisi nos espèces, on va au niveau des sous-espèces pour optimiser la durée du couvert. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Eh ben super, merci Mathieu. Alors oui, il y a eu des questions, mais c'est vrai qu'on a Pierre et Olivier qui ont déjà répondu en partie, notamment sur les variétés, pour dire justement qu'il y avait des essais en cours, des projets en cours sur le sujet. Donc je vous laisse prendre connaissance des réponses dans la conversation. Et maintenant, donc, on va pouvoir donner la parole sur un contexte plus sud à Yves sur les couverts estivaux. Oui, bonjour, Yves Ferrier, je suis membre d'agriculture du Tarn et je vais essayer de vous mettre en route le diaporama. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon, on voit très bien, merci. Très bien, donc je ne vais pas vous présenter de solution miracle pour réussir à coup sûr les couverts d'été. On va juste essayer soit de les faire à moindre coût pour que les échecs pèsent au moins quand on n'arrive pas à réussir.
Et puis, ben, ça va pas être une présentation extrêmement savante, mais plutôt un partage de retours d'expérience sur des essais que nous avons faits ou des suivis d'agriculteurs avec lesquels nous travaillons. Alors, donc, première chose dont on a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, la date de semis. Quand on sème un couvert d'été juste après récolte en période un petit peu tendue au niveau hydrique, là vous avez le résultat. Donc à la droite, vous avez un semis au cul de la machine, entre guillemets. Sur la gauche, un semis fait 5 jours plus tard. Et vous voyez qu'en fait, on a complètement raté le semis qui a été retardé par rapport au semis fait rapidement. Alors on a 2 tonnes, 2 tonnes de matière à peu près hein, à la fin de l'été, là, au 15 septembre. Sur la partie réussie, on a essayé paille ramassée, paille broyée, semi-direct, semi à la volée, avec un très très superficiel passage de cover crop. Bon, tout ça, ça a marché. C'est la date de semis qui a été vraiment discriminante sur la réussite dans les conditions d'un été très sec, avec 25 mm sur la période de 15 juin, 15 septembre. Voilà. Alors, je suis désolé, je n'arrive plus à passer à la diapo suivante. Pardon. Donc après, pour réussir le couvert, on a parlé beaucoup d'eau, mais il y a aussi quand même d'autres choses un petit peu auxquelles il faut penser. On se focalise souvent sur l'eau, mais on accuse des fois le sec à tort. Là, vous avez un semi-direct bien fait après la moisson, sauf qu'en fait, à droite, on a semé dans une modalité avec beaucoup de salissement issu de la culture précédente. Et à gauche, il y a eu un coup de glyphosate qui a été passé avant le semis. La différence est énorme, donc il faut quand même s'appliquer aussi à semer en bonnes conditions. L'eau, ou plutôt le manque d'eau, ne peut pas être responsable de tout. Nous avons aussi dans le Tarn une particularité, on a des lignes de pluie qui font lever des lignes de couvert. Donc là, vous voyez, sur cette parcelle, il y a des bandes régulièrement qui ont levé. Bon, tout simplement parce que sur ces zones-là, la graine a été mieux positionnée et du coup, le couvert a pu s'implanter. Donc, ça montre aussi la nécessité de s'appliquer énormément sur les réglages, la qualité du semis, du rappui, etc. Parce qu'on est souvent dans des conditions très limites et donc là, tous les soins sont nécessaires pour réussir. Et encore une fois, l'eau n'explique pas tout, ou le manque d'eau. Autre exemple de couvert qui ne lève que très partiellement. Là, on est sur des recroisements de rampes d'épandage d'azote liquide sur la culture précédente, et ce n'est que là que le couvert a levé. Alors, le manque d'eau limite un petit peu la libération de fertilité dû à la minéralisation, mais si on est sur un sol fertile, ce manque d'eau sera moins pénalisant et laissera plus de chances pour réussir son couvert estival. Donc en fait, attention encore à ne pas confondre et ne pas tout mettre sur le dos du sec. Enfin, on peut s'appliquer beaucoup à faire ce couvert semé à la bonne date, avec une densité généreuse, un semoir parfaitement réglé, des pluies qui arrivent parfaitement comme il faut, une espèce variété, comme on a parlé précédemment, adaptée sur un sol dégagé, mais si on a des résidus d'herbicides auxquels sont sensibles les espèces semées, et bien évidemment, c'est la catastrophe. Donc, il faut aussi faire attention à ce facteur-là. On a quand même vu régulièrement des échecs liés à ça. Et enfin, quelques conseils d'organisation aussi. On se rend compte qu'en fait, des fois, on rate le couvert parce qu'on n'a pas pensé à régler son semoir avant de démarrer la moissonneuse. Parfois, une opportunité arrive dans l'été, une belle pluie qui permettrait de faire lever un couvert, et puis on n'a pas de semences, de couvert en stock, du coup, on ne peut pas en profiter. Et puis, utiliser des graines de ferme pour certaines espèces, c'est aussi quand même des fois un petit facteur qui rajoute quelques chances de réussite, parce que on va semer plus dense, ça coûte moins cher, et puis on hésite moins à tester des choses si le coût de la semence est relativement modeste. Donc, ça vaut le coup aussi d'organiser tout ce volet logistique pour réussir.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de semis à la volée avant récolte. Donc, je vous montre un petit peu chez nous ce que ça donne. Euh, on accumule pas mal d'échecs et on a l'impression que c'est vraiment jeter les graines à la volée. Donc, en fait, on a trop peu de chances de réussir chez nous pour qu'on l'adopte vraiment comme un conseil auprès des agriculteurs. Euh, les conditions à réunir pour que ça marche semblent être quand même assez nombreuses et rarement réunies. Alors ensuite, dans l'idée de faire des couverts d'été en limitant un petit peu les risques, certains adoptent un semis ou pour des intercultures longues, avant donc par la suite une culture d'été. On sème tout à la fois, juste après la moisson, les espèces qui feront la couverture estivale et les espèces qui feront la couverture hivernale. Alors le choix est un petit peu délicat dans le choix des espèces, mais on a ici un exemple qui marche bien depuis quelques années sur une ferme dans le temps, avec des vesses, du sorgho piper, de la navette, du tournesol, semé en direct juste après la récolte. Et ben là, sur les photos que vous voyez, on avait atteint à peu près 10 tonnes de matière sèche au total. Alors, c'est pas facile à mesurer parce que c'est une espèce de continuum durant toute la saison, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Donc, ça permet de limiter les coûts de semis. Alors après, on a des stratégies qui peuvent être un petit peu différentes aussi. Quitte à commencer à faire des frais, s'appliquer, comme on a dit, mettre les doses de semences suffisantes, bien régler les machines, etc., mais pourquoi pas tenter des cultures en dérobé. Donc là, vous avez des dérobées tarnaises au mois de septembre, hein. Bon, ben, la condition, évidemment, c'est d'avoir de l'eau pour les maïs, c'est compliqué. C'est inenvisageable chez nous, en tout cas, de l'envisager en sec. Pour un tour de sol aussi, quand même, faire un tour d'eau pour faire lever, c'est un petit peu difficile à éviter. Mais c'est une piste que certains ont mise en œuvre en se disant, quitte à faire des couverts et y passer du temps, ben, je vais faire du chiffre d'affaires avec. Donc on passe de couvert à culture. Avec la limite, c'est qu'effectivement, il faut qu'à l'automne, nous ayons un temps assez clément pour arriver à maturité et pouvoir récolter. Donc les champs vont travailler pas mal sur ces types d'itinéraires avec le programme 3C2A que je vous invite à aller consulter si vous voulez plus d'informations pour la réussite de ces techniques. Alors pour réussir un petit peu mieux ces techniques aussi, il y a une solution qui consiste à gagner un petit peu de temps. Voilà, je vous montre la vidéo. On gagne du temps sur la récolte du précédent avec de l'endénage. Donc en fait, on gagne une dizaine de jours. Bon, j'arrête parce que c'est un petit peu long et ça fait du bruit, mais on gagne une dizaine de jours sur l'implantation de la culture dérobée, à une époque où les degrés jours vont s'accumuler assez vite, et donc ça permet de se donner un peu plus de chances de réussite. Alors il n'y a pas besoin forcément d'avoir des machines comme vous voyez là, certains le font avec de simples faucheuses. Au moins pour tester la technique, et ça se passe plutôt pas trop mal. Mais on rajoute un coût, quand on fait venir un entrepreneur, on est autour des 80-90 € à l'hectare. Autre technique pour faire de la culture, pour avoir de la couverture estivale, je vous présente un colza, mais bien caché sous du sorgho piper. Donc en fait là, on a quelques fermes qui mettent ça en œuvre maintenant. Toujours pareil, juste après la moisson, on sème les deux espèces en même temps. Et puis l'un fait couvert estival pendant que l'autre s'installe paisiblement dessous, et ensuite prend le relais quand l'hiver arrive. Donc vous avez à gauche là le colza implanté sous le sorgho pendant la période estivale, hein. Donc là on devait être début août peut-être, hein. À peu près ça doit être début août je crois si je me souviens bien. Et puis après quand le froid arrive et que les premières gelées ont arrêté le sorgho piper, photo de droite vous voyez le sorgho donc qui laisse la place pour le développement du colza.
On peut aussi procéder dans l'autre sens et vous avez là des associations avec toujours du colza et du trèfle. Alors là, c'est dans l'autre sens que ça se passe. On sème du trèfle avec le colza et le trèfle prendra la suite une fois le colza récolté. Donc l'idée, en fait, c'est que l'implantation se fait en période où on n'est pas en stress hydrique. Et ensuite, quand la récolte est faite et les conditions peut-être un peu plus dures, on a une plante qui est déjà enracinée et qui sera plus à même de résister à des conditions un petit peu compliquées. Donc vous avez à gauche la parcelle vue dans son ensemble. Et la photo du centre, là, c'est quelques endroits où le colza manque, on voit qu'il y a un peu plus de trèfle. Donc ça a aussi l'avantage de boucher les trous si jamais on a quelques manques de levée. Et puis à droite, il te reste oui. 2 minutes. Ah, je me dépêche. À droite, vous avez du blé dans lequel on a mis du trèfle aussi pour prendre le relais suite à la récolte. Ensuite, on peut aussi essayer d'avoir des enchaînements de cultures où on n'a pas besoin forcément de semer spécifiquement un couvert. Donc là, vous avez un exemple avec une féverolle, un colza semé rapidement après, comme on a vu tout à l'heure. On laisse les repousses de colza qui font couverture estivale avec éventuellement du trèfle si on en a semé, et puis du semis direct de blé dans les repousses, par exemple. Et on arrive sur 4 ans à limiter pas mal les enjeux de coût de découvert. Voilà, c'est exactement une question qui vient d'être posée dans la conversation, mais auquel les collègues aussi avaient répondu, si on pouvait laisser des repousses dans les parcelles. Donc ensuite, il y a, donc du coup, je me dépêche, les luzernes en couvert permanent, pas facile à maîtriser. Voilà, vous avez là des systèmes en bio où vous avez une parcelle de blé, vous voyez sur la gauche, que on cherche le blé. Donc, en fait, la luzerne a complètement dominé la situation. Donc, pas facile à réussir. Vous avez Arvalis qui travaille sur des systèmes où on laisse le couvert permanent tondu entre les rangs de blé par une machine adaptée. Bon, la technique n'est pas évidente, il faut du matériel, un guidage très précis et il faut encore valider quand même quelques données. Je vous montre là aussi un moment dans l'idée de couverture permanente, on pensait semer du blé dans un couvert de trèfle, ça marche pas, hein. À gauche, là, on voit que le trèfle domine et que le blé patine un peu, donc il faut rester sur l'idée de plutôt semer du trèfle dans le blé. Et ensuite, on a ces résultats-là l'été, ça marche pas trop mal. Vous avez à gauche dans un système en conventionnel et à droite dans un système en bio, la couverture estivale amenée par le trèfle, semé donc dans le blé. Ensuite, certains, plutôt que faire des couverts, essaient des nouvelles cultures aussi. Donc là, on a du chanvre qui était installé. Alors, c'est pas un couvert, mais ça permet de limiter les surfaces en sonus en production l'été. Donc, c'est une piste aussi, quand il y a les filières, quand il y a la possibilité, c'est pas offert à tout le monde. Et puis, pour finir, certains, à force de faire des couverts, réfléchissent à des valorisations autres que type un maïs en dérobé ou un tournesol en dérobé. Et donc, on en arrive à des producteurs qui, par exemple, font du miel et donc mettent des couverts fleuris, produisent du miel, et donc le couvert, il sert à la fois à tout ce qu'on a vu d'un côté agronomique, et en plus, on vend des pots de miel grâce à toutes les fleurs. Et puis d'autres vont sur le volet élevage, et on a de plus en plus de gens qui soit le font, soit sont en train de s'organiser pour le faire, à se dire, quitte à faire des couverts, pour remettre de l'agronomie sur une ferme céréalière sans animaux, je valorise l'ensemble avec un troupeau. Donc ça donne un peu plus de motivation pour se donner les moyens de réussir. Et puis sa valorisation permet de mieux affronter les quelques années où on a un échec. Voilà, et pour finir, je vous montre une note positive avec un beau semis de pois dans un couvert de sorgho estival qui était parfaitement réussi. Donc en fait, c'est pas facile la couverture estivale, mais on peut faire parfois de très belles choses. Voilà, merci à vous. Merci Yves. Alors, je vais te poser tout de suite une question qui était très précise sur ta présentation par rapport à quand tu as parlé justement d'un semis avec le couvert et de la culture là. Le trèfle, alors a priori c'était du trèfle blanc dont tu parlais. Est-ce qu'il supporte bien la concurrence durant toute la durée du colza?
Si tu veux remettre la diapo, peut-être qui était. Si je... Ah, oups, là, pardon, je suis parti dans le mauvais sens. En général, ça se passe pas trop mal, oui, parce qu'en fait, le colza, le trèfle, comment dire, est un petit peu en repos pendant la phase hivernale, hein, donc bon, enfin, chez nous, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis, mais je dis pas que c'est facile à faire et qu'il y a 100% de réussite non plus, hein. Puis il y a la gestion des herbicides aussi à gérer. Mais oui, ça s'était bien passé là. Ok, merci Yves. Et du coup, on va donner la parole pour la dernière présentation à Bruno. Donc après, on pourra avoir une phase plus importante de questions et d'échanges. Donc Bruno Estanguet, de Coopérative Val de Gascogne, en charge de l'agriculture de précision et de l'accompagnement des agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques au niveau du travail du sol et couverts végétaux. Donc, ma partie, en fait, je vais vous parler un peu des couverts d'hiver et de la relation aux couverts d'hiver et puis réussir aussi ces couverts d'hiver. Jusqu'à maintenant, on était sur des couverts d'été principalement et sur ces approches-là, on voit que il y a tout un tas d'éléments, mais l'eau reste quand même le facteur principal. Donc là, maintenant, on va parler de ce qu'il en est au niveau des couverts d'hiver. Comment et quelles sont les clés à la fois pour une destruction optimale de ces couverts d'hiver. Je ne vais pas vous parler des semis, on en a parlé. Je vais être plutôt sur la partie quelle décision faire, prendre au printemps par rapport à l'eau, quand détruire et autres. Voilà. Dans les approches, globalement, la première phase, quand on est en sortie d'hiver, en fait, c'est décider quel est son objectif de mode de semis de la culture à venir. Voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller voir dans la parcelle ce qui se passe et c'est comment est le sol. En fait, quelle est la structure du sol, ce qui déterminera en fait le mode de semis, si on doit travailler ou pas, si on peut faire du semis direct. Et il faut s'en préoccuper tôt. Vous avez un exemple ici, à gauche, sur la partie où vous avez un sol limoneux plutôt compacté, fermé, donc pas de semi-direct. Sur la photo de droite, je peux y aller en semi-direct, il n'y a pas de souci. Voilà. Un outil indispensable, vous envoyez un peu un bout, c'est la bêche qui est votre outil, l'outil indispensable pour aller voir ce qu'il se passe. Tu peux passer en suivant. La suivante, s'il te plaît. Voilà. On a d'autres outils aussi qui sont intéressants, mais ce qui est très intéressant, souvent facile à faire, avec qui aujourd'hui le matériel est souvent disponible sur les exploitations agricoles. Ce sont des maniscopies avec des fourches, le système du profil 3D qui est rapide avec une bonne vision du sol. On voit ici donc sur ce couvert-là, au mois de ça, c'était un couvert au mois de février à peu près, fin février. On est venu faire un 3D et on voit bien sur la photo droite que ce couvert-là, on a des racines à 35-40 cm. Le travail du sol a été, le travail des racines, je veux dire, est là et ça a bien travaillé et on a vraiment une verticalité du sol. Tu peux passer à un suivant. Donc, du choix du type de semis aussi en découlera la gestion de la destruction du couvert. Voilà. En semi-direct, souvent, suivant le type de semis, que je sois en direct ou entre guillemets, en travail du sol, en semi-direct, j'ai le temps, mais il faut rester très vigilant. Toutes les cultures ne sont pas adaptées au semi-direct. Des tournesols en semi-direct, c'est souvent, mais ça peut être complexe. À ce jour, c'est des choses, nous, dans le sud-ouest et dans notre région, alors, je ne vous ai pas dit, on est région Gers, Haute-Garonne, Ariège, Haute-Pyrénées et Haute-Pyrénées. Donc, des fois, c'est pas forcément évident de semer du tournesol, sauf sur des sols qui sont exceptionnels où on peut y aller. Mais le maïs, le sorgho, le soja sont des cultures qui s'y prêtent. Le travail et la destruction mécanique du couvert, il faut anticiper les actions. Si tu peux avancer, s'il te plaît, un peu. On doit avoir, voilà. Il faut savoir attendre et c'est le plus compliqué, souvent. Parce que souvent, le travail du sol, on rentre souvent dans cette habitude de dire, j'ai beaucoup de choses à faire et il faut que je le fasse, il faut que j'attaque de bonne heure. En fait, c'est une erreur. Il faut gérer, en fait,
son humidité du sol et l'état de son sol au moment où on va travailler. Parce que de l'impact du travail du sol, on peut avoir vraiment un impact très important sur la qualité, la réussite de la culture d'après. Donc, il faut, à un moment donné aussi, laisser le temps au sol de se ressuyer. Donc, au niveau haut, il faut être très vigilant de ne pas travailler en excès. Et il faut savoir souvent attendre. Voilà. Et en semi-direct, c'est encore plus vrai. Il faut attendre que le couvert ait quand même fait son travail sur le sol. Diapo suivante. Voilà. Donc, du développement du couvert en découlera le fonctionnement hydrique de mon sol. Souvent c'est ça. En fait, un petit couvert, en couvert d'hiver, un petit couvert, ça va être une gestion plus facile. Je peux intervenir quand et comment je veux, en général. C'est beaucoup plus facile à gérer. L'impact du couvert, en fait, sur l'état hydrique du sol va être moins important. Voilà, je pourrais facilement. Un gros couvert, il faut être hyper vigilant. Voilà, ça peut assécher le sol en quelques jours. On l'a vu tout à l'heure, Pierre en parlait, de la févrole, quand elle commence à être avancée un stade, elle est capable d'aller chercher pour une tonne de matière sèche qui peuvent se faire en quelques jours. Quasiment en 5-6 jours, on peut avoir des fois au printemps des montées de quasiment 800 kg une tonne. On peut perdre 20-25 mm dans le sol et ça peut être embêtant. D'un autre côté aussi, un gros couvert peut garder de l'humidité et perturber les interventions derrière. Donc, voilà, ça c'est l'effet du couvert. La météo a un rôle important, on l'a vu sur les hivers pluvieux, la différence entre les hivers pluvieux et les hivers plutôt secs. On aura une gestion différente de la destruction du couvert. Sur des sols humides, et quand on a des sols humides, il faut savoir laisser tirer le couvert, c'est-à-dire ressuyer mon sol. Quand on est sur sec, sur un hiver plutôt sec, on arrêtera le développement du couvert au stade où il est. Enfin, je veux dire, on ne va pas attendre d'avoir un gros couvert. On le détruit, c'est le sol qui prévaut et c'est la capacité à faire lever la culture suivante et qui prévaut. Slide suivante. Voilà. Donc, des exemples de terrain. Ici, on est sur un beau couvert en avril 2024. On est sur région Haute-Pyrénées, Castelnau-Magnoac, avec un gros couvert. Il avait 11 tonnes de matière sèche à 14 tonnes dans certaines zones. Donc, c'était très développé. On a essayé de semer direct. L'agriculteur y est parti. Mission impossible, en fait. Il y avait énormément de graminées dans ce couvert-là, d'où l'équilibre graminées-légumineuses. Et en fait, le sol était trop humide et le semoir pas adapté vraiment au semis. Pourtant, c'est un semoir semi-direct. Et donc, c'était trop tôt pour semer par rapport à l'état d'humidité du sol. On va passer un petit peu plus loin. Il fallait savoir attendre, ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, c'est la patience et le savoir attendre. La théorie de la chaise, je dis souvent, c'est ce que me disent certains, mais en fait, c'est savoir s'asseoir et observer et regarder faire les voisins plutôt que d'aller faire comme eux, d'aller travailler. Donc, réussir commence par un suivi précoce en début de l'année. Réussir son semi-printemps, réussir la destruction des couverts, réussir la gestion de l'eau commence par le suivi précoce en début d'année. En janvier-février, c'est comment sont mes couverts, quel est leur développement, comment est cet enracinement, comment est le sol au niveau de sa structure, au niveau de l'humidité. Ça déterminera donc le type de travail du sol qu'on peut faire derrière. Est-ce que je travaille pas, profond, pas profond? Est-ce que je travaille avec des dents, des disques? Tous ces éléments-là vont être essentiels. Il faut suivre l'humidité du sol. Par contre, ça ne se fait pas depuis le bord de la parcelle, ça se fait dans la parcelle, mais ça se fait dans toutes les parcelles. C'est-à-dire, c'est dans chaque parcelle que ça se passe. Et il ne faut pas laisser sécher le sol, il faut garder l'humidité pour le semis suivant. Voilà. Et souvent, ce qui est important aussi, c'est de regarder un horizon au moins 0,30 minimum, parce que c'est ça qui va me donner la bonne indication. On peut avoir, dans certains sols, on a rencontré des sols dessus, en fait, en surface, dans les 0,15 qui étaient humides, alors qu'on avait des 15-30 cm qui étaient plutôt ressuyés à sec. Alors attention à ces phénomènes-là. Ça peut arriver, ça peut être des phénomènes de pénétration de l'eau, la dynamique de la pénétration de l'eau dans le sol. Voilà. Savoir arrêter le couvert tôt, si l'eau est limitante, il faut laisser pousser
pour ressuyer le sol, le cas échéant, suivant ce que je viens de vous dire. La gestion du couvert et au niveau des graminées, il faut souvent les gérer tôt si je veux amener mon couvert loin. Pourquoi? Parce que les graminées, principalement, elles ont deux effets. Elles ont, on leur dit, elles gardent le sol humide, mais elles ont cette capacité à tenir le sol humide parce qu'en fait, c'est les systèmes racinaires qui sont très puissants et qui ferment un petit peu des fois le sol, qui maintiennent cette terre-là et qui font que l'humidité reste. Donc, on sera bien obligé de le gérer tôt. On peut le gérer, soit par du désherbage, par du glyphosate, soit par une destruction totale du couvert de bonin. Voilà, un broyage, par exemple, le cas échéant. Il faut gérer aussi derrière les précocités des cultures à venir, c'est-à-dire avoir un choix de précocité qui soit adapté à ce que l'on veut faire. Si je veux, si j'ai un couvert et si je veux le laisser pousser un peu, si je veux attendre un peu, je ne peux pas me permettre d'avoir des variétés à cycle tardif derrière de maïs, de sorgho. Enfin, de sorgho, moins, c'est moins le cas, mais globalement, notamment des maïs ou des tournesols, il faut des choses quand même qui aient cette capacité à pouvoir amener de la souplesse dans le semer tôt ou semer tard. On continue, donc savoir attendre, c'est toujours le plus compliqué, on y revient dessus. Vous avez ici un exemple d'un agriculteur, donc je suis depuis plusieurs années, on est sur du couvert d'automne, donc semé automne, mélange févrole, facélie, navette, moutarde, un peu de trèfle dedans, multi-espèces, donc ça c'était en 2024. Le jour du semis, c'était le 24 avril, donc on a attendu le bon moment. Ça, c'est un exemple de réussite. On va avancer. Ici, c'est le semis, donc le 24 avril. Alors, je ne sais pas si tu peux arriver à faire passer le petit film, si tu l'as ou pas, s'il passe ou pas, sinon ce n'est pas grave. On gagnera du temps. J'essaye. Ah non, ça ne veut pas marcher. QuickTime n'est pas disponible. Ouais. Ça passe pas, c'est pas grave. En fait, c'était l'image du semis. Et alors, pour vous montrer juste, et si vous regardez la photo de droite, on a semé donc, dans un gros couvert. Hein. On est à plus de 10 tonnes de matière sèche, quelque chose qui est très développé. Et vous voyez dans le système de semis, voilà le semoir, c'est un Max Emerge, j'en dire. Et il est équipé d'une barre à l'avant du semoir. Si tu peux le montrer, Céline, juste devant. Il y a une petite, devant le disque ouvreur, on a juste derrière les roues une barre, en fait, c'est un poteau de téléphone qu'on a piqué au bord de la route, qu'il a posé devant, qui vient remettre le couvert dans le sens du semis, qui lui permet de réussir son semis correctement. On avance sur la diapo. Ça, c'est donc après le passage du semoir. Voilà à gauche comment est le couvert. Mais ça, c'est voisins qui viennent voir comment ça se passe, comment se réussit le semis. Et à droite, vous avez en fait la structure du sol le jour du semis, où on a une bonne verticalité de ce sol-là, une bonne implantation qui est possible, le dessus qui est très grumeleux, donc on était en capacité de pouvoir le faire. On a attendu que le sol, quelque part, se ressuie suffisamment et on est intervenu au bon moment. On va passer à la diapo suivante pour voir quand même, ça c'est quelques images du semis, donc le disque ouvreur, on passe, on avance, on va avoir une succession de photos. Oui. Voilà, pour refermer. Derrière, une petite chaîne qui vient refermer. Voilà, ça c'était le semis, donc le 24 avril, la ligne du semis, on avance toujours. Tu peux avancer, Céline, vas-y. Ça, c'est le passage de la ligne. Et ensuite, suite au semis, destruction du couvert. Et voilà derrière, et la levée. Donc, et la levée, ici derrière, donc, on avance un peu. Une autre photo, il doit y avoir derrière. On va retrouver le 9 mai 2020, le début de la levée, le couvert. Et voilà le 6 juin 2020. C'est pas mal quand même. Voilà. Voilà la réussite. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année-là, cet agriculteur, il fait 135 quintaux avec son maïs en irrigué sur cette zone-là. Voilà, on avance. D'autres modes de destruction qui peuvent exister, ça c'était en 2016, un rouleau hacheur auto-construit devant et derrière destruction du couvert avec un déchômeur à disque. En haut à droite, vous avez la parcelle le jour du semis avec l'état du sol. Le jour de destruction du couvert, avait l'état du sol dessous, où il y avait une bonne structure, et en dessous, vous avez le semis, une fois qu'il a été réalisé, et la réussite du semis, qui était, voilà, cet agriculteur-là pratique ça régulièrement, et on a de très bons résultats là-dessus, ça fonctionne.
Mais c'était toujours pareil aussi, gérer au bon moment. On avance aussi encore. Un autre mode de destruction, outil à dents. On a vu du disque, on a vu du dent. Là, ici, on est pareil. On a un rouleau hacheur devant le tracteur et derrière une destruction avec un outil à dents. Et là aussi, avec passage dans un couvert relativement moyen, 3-4 tonnes à peu près de matière sèche, et avec un bon résultat derrière. On peut passer, s'il te plaît. Voilà le travail du sol et voilà ce que ça a donné lors de la destruction. Toujours pareil, et, en gardant dans l'idée qu'il faut intervenir au bon moment, qu'à un moment donné, on peut travailler alors que les autres ont déjà semé. On peut arriver dans notre parcelle et nous, on n'a pas semé. On avance. Un autre exemple d'un rouleau hacheur juste devant le semoir et le semis donc avec un monosème derrière conventionnel, enfin, équipé en fait, pas plus équipé qu'un autre, mais voilà, un semoir conventionnel. On était là dans un couvert pareil aussi, mais voilà. Et pour terminer, globalement, et les clés donc, pour une destruction optimale, c'est s'assurer aussi derrière la destruction, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière, c'est ce qui importe, c'est la culture suivante. C'est s'assurer, en fait, que la culture qui vient après puisse lever, réussir, rouler après le semis systématiquement, même en semi-direct, même si le semoir appuie bien, même si j'ai le meilleur semoir du monde. Le roulage est essentiel, que je sois en travail du sol ou en non-travail du sol, que je sois en argile, que je sois en limon. Il faut absolument rouler. Il faut surveiller les limaces avant le semis, piéger dans les couverts, au semis et à la levée. Il faut savoir anticiper là-dessus. L'irrigation, ça peut être une nécessité, notamment quand on est en semi-direct et qu'on a poussé un peu le semi-direct, le couvert loin. En semi-direct, c'est assez fréquent. Des irrigations sur des couverts avant semis aussi sont pratiquées chez certains utilisateurs du semi-direct, pardon. Ensuite, la fertilisation starter, c'est un atout incontournable pour la réussite de la levée sur la ligne de semis. Il faut choisir des variétés avec une bonne vigueur au départ. Souvent, quand on est dans des approches couvertes et qu'on a pu aussi, des fois, jouer, intervenir plus ou moins tôt dans ces approches couvertes par rapport à l'eau, la vigueur au départ de nos cultures suivantes, les variétés que l'on sème derrière, elle est essentielle pour réussir notre culture. On avance d'une. Je crois qu'on est au bout. Si je ne dis pas, voilà. Merci de votre attention. C'était un peu rapide, mais merci à vous. Eh ben, merci beaucoup, Bruno. Merci. Eh ben, écoute, il y avait juste une question, mais donc Pierre a répondu, qui est vraiment liée à ta conversation, à ta présentation. Oui. C'était savoir sur le travail des racines dont tu parlais, si c'était aussi la fissuration liée au climat, à la nature des argiles. Voilà. Donc Pierre a apporté un début de réponse. Donc je te laisse. Oui, j'ai regardé la question, peut-être un petit peu, tout dépend du type de sol. C'est Thomas? Non. Non, alors c'était effectivement de dire la question, c'était celle que je t'ai donnée, un travail des racines dont tu as parlé ou juste fissuration grâce au climat et à la nature des argiles. Voilà. Et donc voilà, Pierre a répondu un petit peu que le travail des racines n'était pas seul des compacteurs. Oui, voilà. En fait, le travail des racines, ça continue à améliorer le travail de décompaction qui est fait avant, de toutes les façons. Mais sur des sols, sur des semi-directs, et là, quand on a regardé le 3D tel qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment un agriculteur qui est depuis une dizaine d'années en semi-direct. Et aujourd'hui, en fait, sa structure permet, qui est vraiment en place. Si tu veux revenir dessus sur le 3D, c'était ça, par rapport à ça. Voilà, hop, juste après, voilà. Ici, sur ce sol-là, en fait, je vous dirais clairement, le questionnement de l'agriculteur cette fois-là, c'était de dire, la personne qui l'accompagnait lui disait, il faut que tu travailles ton sol pour semer ton maïs parce que c'est essentiel, sinon tu vas pas semer ton maïs, c'était sec. Et quand on a fait le profil 3D pour voir comment était la structure du sol et quelle était l'humidité dans le sol, est-ce qu'il y avait vraiment du sec dans le sol ou pas, et est-ce qu'il avait besoin de travailler son sol malgré tout parce que ça se retrouvait dur dessus. En fait, on s'est bien aperçu là, et vous le voyez bien, on a une verticalité au niveau du profil, et ça descend bien vers le bas. Il y a une très bonne colonisation, et cette fois-là, on a semé direct. Et ça a super bien marché derrière. Le tout, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la racine n'est pas forcément un décompacteur. Ça permet souvent de maintenir
une structure qu'on a pu décompacter avant, il faut décompacter une fois avant, et ça permet d'améliorer cette structure-là. Et ça permet aussi de tenir la structure avec de la microporosité en place. Voilà. Ça, c'est le cas typique d'un sol quand il pleut ou autre. Il peut être sec sur 4-5 cm, mais il peut être humide dessous. Et en maïs, on est capable d'aller semer du maïs à 6 cm et il lève très très bien. Et tu avais une autre question sur la fertilisation starter. Donc, quelle prise en compte du volume du couvert pour le raisonnement de la fertilisation? Aucune. Fertilisation starter globale. Là, c'était sur la starter. Le raisonnement de la fertilisation en fait globale de la culture par rapport au couvert, aujourd'hui, on a un outil, c'est la méthode Merci qui est quand même là et qui nous amène quand même beaucoup d'éléments au niveau azoté, notamment principalement azoté, je ne parle pas des PK. Mais la fourniture d'azote, bien évidemment, la pesée, merci, et va me donner une estimation quand même de la quantité d'azote qui peut être disponible pour la culture, et on en tient compte. De l'autre côté, la notion de PK, on n'a pas de fourniture de PK forcément à la culture, on a souvent un repositionnement du phosphore et de la potasse dans le sol, mais on n'a pas forcément, on ne va pas venir à mener des unités fertilisantes, ce qui n'est pas le cas de l'azote. Là, ce sont des unités fertilisantes. Simplement pour vous dire le cas de cet agriculteur-là, cette année, il a fait du blé avec 180 unités d'azote, 75 quintaux de rendement moyen en blé, avec des protéines en teneur moyenne, puisque c'était de blé de force, à 15 de protéines. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a l'apport quand même au niveau fertilité, ça amène. La fertile starter, c'est un peu d'engrais sur la ligne de semis, et notamment phosphore. Eh ben, merci. Mélanie, est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas... Alors, regardez la conversation, hein, il y a pas mal de réponses qui ont été données au fur et à mesure. Est-ce qu'on a des réponses des questions, pardon, qui n'ont pas été traitées, Mélanie? Il y a une question qui vient d'arriver là. Donc, à Bruno, pas de problème de limaces avec ce maïs semé dans un couvert abondant? Non. Et après, je regarde pour le reste des questions. Bon, alors juste, il n'y a pas de problème de limaces, il y a très peu de problèmes de limaces, et c'est assez paradoxal. En fait, pourquoi? Mais parce que derrière, on roule, bien évidemment, parce qu'on empêche en fait de passer les limaces dans ce système, dans l'autoroute à limaces. Et puis, vous avez un phénomène aussi qui est essentiel, c'est que comme on sème dans un couvert vivant qui est présent, les limaces ont une habitude alimentaire qui est de consommer le couvert qui est à côté, et ça laisse largement le temps au maïs de pousser, de lever sans être attaqué. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, l'agriculteur sur une partie a eu très peur aux limaces, a fait 3 passages d'anti-limaces, et sur l'autre partie de la parcelle a fait qu'un passage d'anti-limaces. On n'a pas plus de dégâts là où il en a fait 1 que là où il en a fait 3 passages. Les limaces se gèrent bien. Sinon, je pense que toutes les questions ont été traitées dans la conversation. Oui, j'ai l'impression aussi, ce que je regardais. Voilà, si vous voulez, on peut passer à une phase d'échange. Je vais essayer d'ouvrir vos micros. Ça, c'est toujours la problématique de la logistique informatique. Ça ne marche jamais quand on veut. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en attendant. J'essaie d'ouvrir ça. Et si vous avez justement, vous, des retours d'expérience que vous souhaitez partager, ça va être le moment. Ah oui, mais je n'arrive pas. Ça marche toujours bien, ça. Non, hop. Voilà, je devrais y arriver. Et est-ce que, si vous n'avez pas de questions dans les intervenants, est-ce qu'il y avait des points, en attendant que je mette les micros, qui vous semblent intéressants à développer ou à reprendre par rapport aux questions qui ont pu être posées dans la conversation? Moi, j'ai une question, Céline, une question à Bruno. Dans le cas du semi-direct avec ton collègue pour semer le maïs, quelle a été votre stratégie de fissuration? Alors, quelle a été la stratégie de fissuration? En fait, la stratégie de fissuration, elle se fait de temps en temps. C'est-à-dire, notre stratégie de fissuration, elle est faite au constat
au suivi annuel de la parcelle et au suivi en fait par le test bêche ou par le 3D en fait de la compaction du sol. Dès le moment où on commence à avoir un sol, là on est sur un sol plutôt limoneux, on commence à avoir un sol qui peut avoir tendance à se reprendre. On revient avec de la fissuration de façon à ne pas laisser se reprendre le sol pour pas perdre en productivité parce que ce qui est important c'est la culture de rente. Donc on intervient en général chez cet agriculteur-là ou chez d'autres agriculteurs tous les 5-6 ans avec de la fissuration. Dent droite, alors fissuration, dent droite, tout simplement dans de très bonnes conditions de sol, sol ressuyé, pas sec, pas humide. Ça aussi c'est essentiel. C'est-à-dire, par exemple, si tu donnes une date cette année, vous auriez pu le faire à quelle date, par exemple? Alors Si vous cette l'avez année, fait. cette année au printemps, on n'a pas pu faire, on ne pouvait pas faire, Non. c'était intouchable. Par contre, cette année-là, c'est maintenant que ça s'est fait. D'accord. On a des fissurations là maintenant de fin septembre, début octobre, Ouais, dans d'accord. des super conditions. Merci. Et ça, Je c'est pense que essentiel. c'est un point important, je pense, dans les systèmes de semi-direct que tu évoques. Je pense que c'est un point majeur qui est prépondérant sur la réussite de la culture d'après. Ouais, à la fois en semi-direct et aussi en conventionnel, même en travail du sol. Et Conventionnel. c'est ce qui va donner aussi une dynamique d'infiltration de l'eau dans le sol. Parce que ça aussi, c'est important. Juste pour alors un petit exemple, si je peux me permettre, cette année, un semi-direct, une parcelle de semi-direct où on a testé la fissuration, un fissurateur, on a été voir comment a été le travail du fissurateur en profondeur. Donc là, Oui. on avait de l'humidité qui était rentrée, ça c'était au moins au 15 septembre, de l'humidité qui était rentrée à 35 cm. La parcelle d'à côté, qui n'avait que 2 ans de semi-direct, mais qui avait été déchaumée au mois d'août, on a trouvé l'humidité à 15 cm. Au-delà, c'était sec et ça n'était pas rentré. Donc, quand on parle aussi, à un moment donné, de cette dynamique de pénétration de l'eau, et elle est essentielle à tous les niveaux, hein. On parlait tout à l'heure sur le réchauffement climatique, mais le fait de bien préserver cette verticalité et de la favoriser, c'est essentiel pour la pérennité du système après derrière. Tout à fait, je partage, et l'intérêt de ma question, c'était de rebondir un petit peu sur ce qui avait été évoqué par Christine Leclerc, à savoir est-ce que le travail des racines ou la fissuration grâce au climat et natures argiles, n'oublions pas l'impact malgré tout du fissurateur très souvent en automne sur la culture suivante, et je pense que parfois on peut le négliger et qu'il y a un débat à mener sur quel type de fissurateur, dans quelles conditions et à quelle profondeur. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais ça me semble majeur. Oui, d'accord avec toi. Bon, merci à tous les deux. Donc, c'est bon, normalement, vous avez la possibilité de réagir et d'ouvrir vos micros, caméras, voilà, si vous voulez nous faire part d'expérience ou si vous avez des questions justement sur une situation que vous avez rencontrée par rapport à cette problématique d'eau, de pilotage du couvert, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste une dizaine de minutes pour échanger. Alors, donc, Monsieur Brousse, oui. Oui, bonjour. Je suis conseiller agricole sur l'ouest de la Dordogne. Donc, c'est un prolongement de la zone vulnérable qui a été présenté par Mathieu tout à l'heure sur l'ex-Poitou-Charentes. J'ai dit que j'étais pas expert, mais finalement, j'ai appris beaucoup de choses dans la visio d'aujourd'hui. Bref, moi, je simplifie ma position. Je suis un adepte de la Févrole, qui, pour moi, marche bien dans un semis à partir de la deuxième quinzaine de septembre. C'est souvent une belle réussite. Ça se présente bien pour cette année, par exemple, et puis les années passées aussi. C'est-à-dire qu'on passe la période de sécheresse. Il arrive souvent de l'eau, elle est robuste dans ses conditions de levée, en plus elle pousse en jours courts et température assez froide, donc très intéressante comme précédent. Voilà, j'axe vraiment ma communication sur cette espèce, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Je vous le dis, peut-être que les spécialistes pourront réagir. J'ai trouvé que dans les préconisations, alors c'est peut-être Mathieu qui les a données, la densité de semis à 40 kg était, moi je suis plutôt à 150 kg, donc je ne sais pas, est-ce que j'y vais un peu trop fort? Voilà, donc c'était mon retour d'expérience qui attend peut-être des réactions. Alors, je peux du coup
intervenir si vous voulez. Effectivement, la févrole, c'est souvent par ça qu'on commence. C'est une très bonne espèce pour faire des couverts. Parfois, ça peut être compliqué pour l'implantation. Je parlais surtout des petites graines parce que en fait, ça permet l'agriculteur à équiper. Et en fait, avec des petites graines, on va pouvoir semer une plus grande surface plus facilement. La févrole va nécessiter un travail du sol, généralement, et la semence est souvent chère, sauf si on arrive à la produire sur son exploitation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, oui, c'est une très bonne légumineuse qui va être très intéressante pour les couverts, mais qui n'est pas forcément beaucoup utilisée, tout du moins par ceux qui ne la produisent pas eux-mêmes ou qui n'arrivent pas à récupérer la semence de ferme. Mais effectivement, hein, moi pour en mettre même dans mon potager, c'est quelque chose de très intéressant. Après, attention aussi à la rotation, parce qu'en fait, si vous revenez souvent au protéagineux sur vos parcelles, eh ben, la févrole va favoriser le développement des maladies. Et, alors, elle va réussir, on va avoir en fait un sol couvert. Par contre, le fait de l'associer à d'autres espèces, eh ben, on va pouvoir produire plus de matière, puisque c'est vrai que, alors, à 150 kg, effectivement, c'est comme si on l'implantait comme une culture, et c'est vrai que il faut arriver à faire passer le message auprès des agriculteurs que les couverts végétaux doivent être considérés comme une culture, et en fait, ils vont dans ces cas-là mieux les réussir. Moi, j'avais préconisé de semer un petit peu moins parce que je l'associais aussi à une graminée. Et si on est obligé de l'acheter au niveau d'une coopérative ou d'un négoce ou ailleurs. Ok, merci. Je vois que Bruno et Pierre veulent réagir. Donc Bruno, vas-y. Alors, je vais vous compléter. Je vais répondre aussi à votre question, Monsieur Brousse, par rapport à la févrole. Région Sud, Gers, tout ça, on est des gros utilisateurs de févrole et ça fait partie, c'est quasiment dans les 70% de la composition de nos couverts. C'est vrai qu'on est sur des approches couverts d'hiver et ce que vous êtes vous, ouais. Vous semez en septembre pour des couvertures hivernales, vous les amenez jusqu'au printemps souvent. C'est une solution, ça reste une des solutions malgré tout. Il faut attention, bien évidemment, il y a une prudence aujourd'hui à avoir, c'est d'avoir une rotation dans ces couverts, dans cette approche févrole. Il faut savoir faire une rotation, mais on n'a pas forcément non plus les espèces sous la main pour pouvoir remplacer cette févrole-là. L'associer, évidemment, c'est hyper nécessaire, hein, à un moment donné, c'est d'aller chercher d'autres associations. La Facili marche très bien pendant l'hiver chez nous, hein, c'est quelque chose qui se développe énormément. La Veste se développe de plus en plus, voilà, et qui vient un peu être une alternative à la févrole. Vous parliez de densité, vous dites vous la semez à 140, 150 kg. Je peux vous rassurer, on monte jusqu'à du 250 kg et ça fait de très très beaux couverts avec des résultats sur le sol qui sont très bons. Et c'est un moyen aussi de lutter contre le salissement hivernal. Si vous voulez lutter contre des chardons, contre du chien-dent, une forte densité, ça marchera. Mais il faut faire attention, bien évidemment. Il faut pouvoir faire une rotation. Phénomène peut-être de maladie, sûrement peut-être derrière qui peuvent se développer, c'est sûr. Mais bon, après, c'est un choix à un moment donné. Et après, oui, le coût d'implantation, le coût de la semence est important, donc à 250 kg notamment. Donc, il faut savoir se la produire. Mais je pars du principe que partir dans les couverts végétaux, c'est investir pour l'avenir. Je vous donne juste un exemple. J'ai un agriculteur qui s'est trompé la première fois où il fait des couverts. Il les sème à 250 kg. Ça fait 7-8 ans qu'il a commencé et il me dit, moi, je me trompe tous les ans. Merci Bruno. Donc Pierre, si tu voulais compléter? Non, juste réagir par rapport à la remarque de Philippe. Je rejoins ce que dit Bruno, même si je nuancerai un petit peu l'impact sur notamment le salissement et les vivaces. Mais en termes de densité de semis en pur, évidemment qu'on peut monter à 150-200 kg sans aucun problème, hein, et que l'impact sur le sol est visible. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à semer des couverts denses, 150 ou 200 kg, c'est assez classique dans nos régions.
Bon, merci Pierre. On a une question dans la conversation alors qui fait écho un petit peu à des choses qui ont été dites, échangées en début. Donc sur quels sont les organismes qui actuellement sont en train de travailler sur les choix de variétés dans les couverts. Est-ce que les résultats seront disponibles? Donc il y a effectivement un projet OptiCouvert, projet réflexe sur la Nouvelle-Aquitaine qui est en cours. Donc vous avez le contact dans la conversation. Donc je laisse, et il y a des travaux donc d'Arvalis. Donc si vous voulez compléter, Olivier, Eva, voilà, je ne sais pas si vous êtes... Ouais. Pour le projet Optique Couvert, c'est un projet réflexe donc, qui regroupe essentiellement des champs d'agriculture du Grand Ouest jusqu'à l'Occitanie. Et donc, on a commencé juste en avril 2025. Et donc, voilà, l'idée, c'est de compiler les connaissances existantes sur tout ce qu'on peut avoir, notamment sur les variétés de couverts. Donc, si vous avez des infos, vous pouvez les envoyer à Nicolas Ferrand, qui est l'animateur du projet. Et on a des plateformes et des visites qui sont prévues, dont une là le 5 novembre à Lusignan, donc c'est au sud de Poitiers sur une station INRAE. Et donc pour l'instant, on n'a pas mis en ligne de production de référence parce qu'on est au début, hein, mais donc à partir je pense, du milieu de l'année 2026, on mettra une partie des références sur le site Agri Connaissance, donc qui est l'endroit où on met les publications, en tout cas pour ce qui concerne la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Voilà, je ne sais pas si Eva, vous voulez compléter, sinon vous avez répondu aussi plus haut dans la conversation sur les travaux qui étaient réalisés. Ouais, tout à fait. Enfin, nous, on s'est reposé la question il n'y a pas si longtemps que ça, justement, de est-ce qu'on mettait plus de moyens sur la partie évaluation variétale, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des différences qui sont notables sur quelques espèces. Historiquement, on a travaillé, donc je le disais, plutôt sur les légumineuses, et notamment les variétés qui sont résistantes à la Phanomyces et dans une optique en fait de réfléchir au choix variétal des couverts qui sont plus ou moins comment dire porteurs ou qui favorisent un certain nombre de maladies au sein des assolements, donc vraiment dans une optique plutôt rotation. On a, pour tout vous dire, on a pour l'instant pas de réseau de tests de variétés de couverts. On en a sur plein d'autres espèces. C'est des réseaux qui sont assez conséquents à mettre en place et voilà, et qui demandent un peu de coordination avec aussi d'autres partenaires. Donc jusqu'à présent, on a travaillé les variétés plutôt en les intégrant dans des couverts multi-espèces. Donc voilà, réfléchir les variétés sur des aspects plutôt mélange à 2-3 espèces et regarder leur comportement au sein du mélange. En regardant, donc, ce que je disais, on a beaucoup travaillé sur les densités de semis, sur les modalités de semis entre couverts d'été, couverts d'automne, etc. Les destructions et voilà, le positionnement du couvert dans l'assolement avec des notions autour notamment de la capacité de la plante à venir pomper plus ou moins d'eau. Voilà, donc on travaille là-dessus actuellement pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fin parce que effectivement Pierre a annoncé des chiffres qui sont des chiffres qu'on entend beaucoup dans la littérature. Une tonne de couvert égale 10 mm, 25 mm, mais nous on aimerait aller un peu plus finement en fait. Quel type de couvert, voilà, quelles espèces. On sait qu'il y a quand même des différences majeures, donc voilà. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on se porte pour le moment, en tout cas. Bon, merci Eva. Écoutez, on va arriver à la fin du webinaire. Juste avant de se quitter, je voulais juste vous partager les prochains rendez-vous. Oui, alors pardon, je vois que Julie avait une dernière remarque. Alors en 1 minute, si c'est possible, voilà. Merci Julie, beaucoup. Alors, ouais. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Julie Gombert du GVS. En fait, je suis intervenue sur la partie variété. Moi, je travaille sur la CISPS, enfin la commission intersection qui inscrit des variétés à usage plantes de service. Et hier, il y avait une réunion à l'Institut Agro à Rennes où justement qui était dédiée aux plantes de service et quelle perspective pour la filière semence avec beaucoup d'interrogations, de discussions et justement sur
comment toucher aussi les agriculteurs. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de travaux au niveau recherche. Donc, je trouvais que votre projet Adoptae, c'est vraiment super pour ça. Et sur le côté variété, effectivement, on voit bien qu'il y a un souci on sait qu'il y a de la diversité génétique, donc ça dépend pour quel trait, mais par rapport à l'adaptation au changement climatique, à la capacité à germer dans des conditions plus ou moins stressantes, etc., on sait qu'il y en a. Donc voilà, c'est une réflexion et peut-être d'avoir une approche plus par trait fonction pour tel service plutôt que d'avoir l'approche par espèce. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler, en tout cas au sein de la CISPS. Merci beaucoup. Eh ben, merci Julie pour effectivement ce complément. Et donc, du coup, je vous propose qu'on clôture. Donc, n'hésitez pas, après, vous avez les mails sur les présentations. Et les présentations seront mises sur la page des webinaires la semaine prochaine. Et le replay, peut-être un peu plus de temps, d'ici fin novembre. Donc, il reste un dernier webinaire, si vous êtes intéressé, début novembre, qui sera alors un webinaire d'1h30 sur les idées reçues. On ne va pas toutes les passer, mais on en passera 6. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, le lien est aussi sur la page webinaire. Juste une info sur nos 2 événements de clôture. Donc, pour tous ceux qui peuvent se déplacer, venez nous voir le 18 décembre à côté de Bordeaux. Voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire partager, tester les outils, d'échanger ensemble sur ces outils-là. Comment on fait pour déployer les couverts végétaux auprès des conseillers agriculteurs. Et si vous êtes trop loin, que vous ne pouvez pas vous déplacer, on vous propose un webinaire, l'essentiel d'Adoptae, le 4 décembre, donc sur 2 heures, une première partie sur les livrables et une deuxième partie sur la méthodo qu'on a testée. Voilà. Et enfin, il y a quelques rendez-vous encore sur les zones, c'est les derniers. Donc, il y en avait un aujourd'hui sur les Pyrénées-Atlantiques. Il y en a un la semaine prochaine dans le Tarn-et-Garonne. Donc, c'est des journées techniques ou des journées de rencontres entre conseillers. En novembre, donc dans la zone Charente et Vienne, et puis sur la zone Aveyron ou Tarn. Et enfin, dans les Pyrénées-Orientales, il y aura un webinaire vraiment d'échange sur la partie vigne, sur les conditions locales. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le projet, sur la page du projet, dans l'onglet Dernières actualités et agenda, qu'on essaie de mettre à jour au fur et à mesure. Voilà, mais vous recevrez un petit mail avec un questionnaire d'évaluation pour nous donner votre avis sur le webinaire et on vous tiendra informé donc de la mise en ligne des diaporamas, du replay et puis quand le tableau qu'on a évoqué en début de webinaire là, sur les espèces sera mis en ligne. Voilà, et merci encore beaucoup à nos intervenants et puis à tous les participants pour vos réactions, vos questions et puis vos échanges de fin de webinaire. Merci, à bientôt.